bonsoir Bonsoir. Le mai, c'est traditionnellement la fête de l'Europe. Donc, nous aurons ce soir le traditionnel entretien sur l'Europe que nous essayons de conduire chaque année. Alors, la fête de l'Europe, c'était le 9 mai. Nous sommes un peu décalés eu égard aux vacances scolaires. Alors, pour Issy-les-Moulineaux, disons qu'Issy-les-Moulineaux, je pense que vous le savez tous, c'est 10 jumelages, 2 partenariats. Mais finalement, plus du tiers de cet ensemble est consacré au jumelage européen. Tout le monde connaît notre ville allemande, notre ville italienne, notre ville belge, notre ville espagnole. J'espère ne pas en oublier. Et notre ville anglaise, effectivement. Alors, évidemment, notre premier jumelage fut bien sûr avec une ville allemande, Weiden. Ça, c'est une tradition, c'est pratiquement le cas de la plupart des villes françaises. Le premier jumelage a été consacré à l'Allemagne, il fallait sortir de la guerre. Cette ville de Weiden est jumelée avec Macerata en Italie. Et de ce fait, alors nous sommes jumelés avec Macerata. Avec Macerata, nous avons fêté le trentenaire de ce jumelage l'an dernier. Et finalement, avec Weiden, nous fêterons le soixantenaire l'année prochaine. Ce week-end, en revanche, nous étions en délégation à Macerata, puisque Macerata fêtait le cinquantenaire de son jumelage avec Weiden, justement. Tout le week-end a été consacré au renouvellement, finalement, de notre engagement pour une Europe forte, solidaire et ouverte. Une Europe qui nous permette de créer les conditions favorables de la croissance, particulièrement nécessaires pour nos jeunes actuellement. Effectivement, nous avons évoqué à multiples reprises tout ce qui tourne autour des jeunes, de l'emploi des jeunes. C'est pas spécifiquement français, ça concerne vraiment nos jeunes dans le cadre de l'Europe. Les jumelages ne sont pas l'œuvre des politiciens, mais plutôt celle des citoyens. Ils sont le maillage indispensable à la compréhension des peuples. Finalement, pour l'Europe, on pourrait se poser la question: comment concilier unité et diversité? Comment s'appuyer sur nos cultures à la fois différentes, mais aussi communes pour avancer? Quelle identité européenne construire? Après les années antérieures à avoir abordé l'Europe sous des angles divers, nous avons retenu cette année celui de la philosophie. Jean-François Mattei, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Nice, Sophia Antipolis, conseiller, vous l'avez été dans de nombreuses commissions ministérielles et vous êtes directeur de revue. Vous avez probablement d'autres titres, j'en ai très certainement oublié. Mais en tous les cas, vous êtes connu dans votre domaine. Vous êtes spécialisé en philosophie de politique contemporaine et en particulier sur la culture européenne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont un essai remarqué, Le regard vide, en 2008. Et je vais tout simplement vous laisser la parole. Présentation, et je remercie évidemment le maire de notre ville, de votre ville, qui a pensé à moi, ainsi que vous-même, Madame Vessière, pour parler de l'Europe. Effectivement, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur l'Europe, l'un qui s'appelle Le regard vide, qui est une expression de Baudelaire pour désigner la façon dont l'Européen moderne déjà au XIXe siècle, regarde l'avenir, ou déjà le présent de l'Europe, et son avenir possible. Et l'avenir possible, ça a été le XXe siècle, les 2 guerres mondiales, la Shoah. On comprend que Baudelaire ait parlé d'un regard vide, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de sens, qui était un peu un regard aveugle. Donc j'ai écrit cet ouvrage qui s'appelle Le regard vide, et puis un autre qui s'appelle Le procès de l'Europe, que j'ai ici, où j'ai essayé de voir quels étaient les éléments qui permettaient de juger en quelque sorte l'Europe. Alors avant de commencer mon propos, je voudrais attirer votre attention sur 2 obstacles lorsque l'on parle de l'Europe. Il y a toujours des obstacles épistémologiques, comme aurait dit Gaston Bachelard, lorsque l'on étudie une question quelle qu'elle soit, une question scientifique, une question philosophique, une question politique, mais dans le cas de l'Europe, c'est une question plus délicate. Parce que l'Europe, pour le dire simplement, a dominé le monde depuis, disons, 1492. Pour prendre une date factice comme toutes les dates, mais reconnue par tous les historiens, c'est-à-dire 1492, Christophe Colomb, mais aussi l'expulsion des Juifs d'Espagne, les Maranes, qui vont s'installer en Hollande, comme Spinoza. Beaucoup de choses se sont passées en 1492, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que depuis le XVe siècle, l'Europe a dominé le monde. Et dans cet ouvrage, Le procès de l'Europe, je fais remarquer dans le premier chapitre
ce qui surprend beaucoup les gens à qui je parle, le public à qui je parle, et je vous surprendrai peut-être un petit peu, à savoir que toutes les inventions depuis 5 siècles, sans aucune exception, sont des inventions européennes ou occidentales. J'entends occidentales parce que les Européens se sont installés depuis le XVIIIe siècle en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, que ce soit sous la pression des Hollandais, des Anglais, des Allemands, qui ont même apporté leur monnaie, puisque le dollar n'est rien d'autre que le thaler allemand, c'est le même mot, ou des Espagnols ou des Portugais pour l'Amérique du Sud. Et donc c'est une même continuité occidentale qui se rapporte à l'Europe en tant qu'idéal de culture et de civilisation. Et comme l'Europe a conquis le monde et a dominé le monde, ce qu'on lui reproche assez au XXe siècle, à partir de la décolonisation, il est difficile aujourd'hui de prendre, je ne dirais pas la défense de l'Europe, mais d'essayer de montrer quelle est l'identité de l'Europe sans être accusé parfois, et voilà pourquoi je fais cette remarque avant mon propos, de vouloir critiquer les autres civilisations ou les autres cultures ou les autres sociétés qui ne seraient pas à l'égal de l'Europe. En clair, ce que l'on reproche à l'Europe, et pas uniquement des Européens, mais des non-Européens, dans ce processus général qui s'est lancé à la fin du XIXe siècle, que l'on appelle la mondialisation, ce que l'on reproche à l'Europe, c'est sa domination du monde qui s'est imposée à l'ensemble de la planète. La mondialisation est une idée européenne, puis occidentale, puis mondiale ou mondialisée en tant que telle. Et donc, dès que l'on parle de l'Europe qui n'est qu'un continent parmi d'autres, et je vais y venir dans un instant, on risque d'être critiqué d'européocentrisme, comme disait Jacques Derrida et d'autres auteurs, ou d'eurocentrisme, ou de logocentrisme, si on veut parler grec, c'est-à-dire tout centré sur la rationalité logos européenne. Ce que je voudrais vous dire dès le début, c'est que je n'aurai pas cette position quand je vais essayer d'être objectif, pour autant qu'on puisse être objectif quand on est européen soi-même. C'est-à-dire que je voudrais essayer de montrer que, en fait, c'est-à-dire sur le plan historique, l'Europe a effectivement imposé son mode de présence culturelle, politique, sociale, économique, scientifique et autres, disons culturelle pour aller vite, son procès de civilisation à l'ensemble des peuples. Ce qui pose déjà un problème initial, comment expliquer que dans des milliers de civilisations ou de sociétés différentes et de cultures différentes, parfois même distinctes et opposées, une toute petite, l'Europe a réussi à s'imposer. S'imposer en tout cas jusqu'à présent, début du XXIe siècle. Alors que l'Europe, comme disait Nietzsche et après lui Paul Valéry, vous connaissez peut-être cette phrase de Valéry, n'est qu'un petit cap du continent asiatique. C'est une image de Nietzsche qui a été reprise par Valéry sans que Valéry se donne la peine de citer Nietzsche, donc il s'est contenté de le copier servilement, mais l'image est de Nietzsche. Effectivement, quand vous regardez une carte de géographie, vous vous apercevez que l'Europe est un tout petit cap minuscule du continent asiatique qui prend à peu près toute cette place, alors que l'Europe tiendrait à peu près cette place, jusqu'au fond de l'Oural. Et donc comment expliquer qu'un petit continent, l'un des 5 continents, se soit imposé en tant que tel? Ça, c'est la première remarque. Puis la deuxième remarque qui est issue de la précédente, c'est qu'il est difficile de parler de l'Europe, outre le fait qu'elle est difficile à se réaliser, comme vous le savez, politiquement, économiquement, financièrement et même socialement. On parle d'Europe sociale pour essayer de compenser l'Europe financière, d'une Europe réelle pour essayer de compenser une Europe virtuelle. C'est qu'on ne s'entend pas du tout sur le terme d'Europe. Autrement dit, qu'y a-t-il derrière le mot de Europée, pour parler grec, puisque le mot grec c'est Europée, qui a été francisé en Europe en tant que tel. Alors je voudrais essayer de vous montrer qu'il y a une originalité de la pensée européenne, une originalité et une spécificité, donc une identité qui tient à ce que j'appellerais, pour faire court, et on pourra en discuter si vous en êtes d'accord tout à l'heure, à l'invention de la culture et surtout à l'invention de la civilisation. Pour être totalement polémique et totalement critique, je dirais que l'Europe a inventé l'idée de civilisation.
l'idée de civilisation n'est pas une idée extra-européenne. On ne peut pas parler dans ce sens de civilisation égyptienne ou de civilisation maya, ou si l'on en parle, c'est en projetant le mot de civilisation sur d'autres peuples qui, eux, n'avaient pas le concept correspondant. Les Égyptiens, quand vous étudiez le monde égyptien, n'avaient pas de terme qui correspondrait peu ou prou au terme de civilisation ou au terme de culture. Ils avaient un autre rapport à la réalité cosmique d'une part et religieuse d'autre part, au dieu de lumière qui était Amon-Ra, qui fait qu'ils ne se pensaient pas comme une civilisation en tant que telle. Et je voudrais essayer de vous montrer comment on en est arrivé là, et donc quelle est la spécificité du regard européen, puisque j'ai proposé de donner comme titre à cette allocution, à cette conférence, le regard de l'Europe. Je ferai donc un sort à l'image du regard que j'ai déjà utilisé dans l'ouvrage précédent, le regard vide. Et encore une fois, l'expression n'est pas de moi, c'est une expression poétique de Baudelaire pour traduire un texte d'Edgar Poe qui, dans un texte assez connu des histoires extraordinaires d'Edgar Poe, qui s'appelle L'homme des foules, The Man in the Crowd, l'homme dans la foule, mot à mot, traduit par Baudelaire sous le titre de L'homme des foules, fait remarquer que l'homme moderne, l'homme démocratique, l'homo democraticus, que Edgar Poe voyait au milieu du XIXe siècle du côté de Boston, où il habitait, c'est-à-dire en Nouvelle-Angleterre, lui qui se sentait européen avant de se sentir américain, mais il était quand même né en Amérique, donc c'était un Européen né en Amérique, américanisé si je puis dire, mais il se sentait quand même plus européen qu'américain, situe sa nouvelle fantastique à Londres, où il est allé une fois, donc il a franchi l'Atlantique, et il dit que le regard du londonien est un regard fixe, effaré, vide. Vacant en anglais. Le texte d'Edgar Poe n'est pas empty, qui voudrait dire vide au sens matériel du terme, au sens d'une cruche ou d'une bouteille qui est vide, ou d'un verre qui est vide après avoir été bu, mais vacant, c'est-à-dire vacancy, ou vacant en français, c'est le même mot, ça signifie qui ne trouve pas à s'exprimer en quelque sorte. Alors Baudelaire a traduit par vide. Et je voudrais essayer de vous montrer qu'effectivement le regard que les Européens portent au XXe siècle sur eux-mêmes est un regard vide. C'est-à-dire qu'il n'est plus intentionnel, qui n'a plus de signification. Alors il faut remonter un petit peu en arrière pour comprendre que la métaphore du regard que l'on trouve chez Edgar Poe, chez Baudelaire et chez beaucoup d'autres auteurs, chez Paul Valéry, chez Albert Camus, puisque j'ai écrit récemment pas mal sur Camus, on retrouve toujours cette métaphore du regard, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi tant d'Européens, écrivains, poètes, hommes de science surtout d'ailleurs, utilisent la métaphore du regard, quand je vous aurais dit, mais vous devez le savoir déjà, comment on dit regard en grec. Et regard se dit en grec théoria. Théoria, T-H-E-O-R-I-A, n'a jamais voulu dire théorie en grec, ça veut dire regard. Théorein, c'est le verbe grec qui correspond à théoria, au substantif féminin, veut dire regarder. Et l'endroit où l'on regarde, ça s'appelle un théâtre, même étymologie indo-européenne, c'est-à-dire là où le regard peut s'ouvrir sur une scène complète, en hémicycle ou en cycle parfait, car on peut imaginer qu'un drame se situe non pas simplement en hémicycle ou en amphithéâtre, comme nous disons, mais en cycle complet pour représenter le monde total. Quand vous prenez par exemple à Londres le théâtre du Globe où officiait Shakespeare, toutes les pièces de Shakespeare ont été jouées au XVIe siècle au théâtre du Globe, et déjà le titre est représentatif, le globe, c'est-à-dire le globe terrestre, le monde, vous apercevez que c'était un théâtre en rond, complètement circulaire. Et donc, il y a une reconstitution actuelle à Londres depuis une dizaine d'années, donc si vous allez à Londres, vous pouvez aller voir une pièce de Shakespeare ou d'un auteur élisabétain sur place. On a reconstitué à l'identique, en tout cas on le suppose, le théâtre du Globe, et tous les spectateurs, comme vous en ce moment, ne sont pas disposés face à une scène, ils sont disposés en cercle, de façon cosmique en quelque sorte, ou cyclique à tout le moins. Alors ceci simplement pour vous rappeler que l'étymologie de théorie,
c'est l'étymologie du regard. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique? C'est le regard intellectuel que l'on porte sur des choses que l'on a construites sous forme de modélisation mathématique, physique, chimique, biologique, disons scientifique, pour aller un peu rapidement. Mais je reviens en arrière pour vous montrer comment ce regard s'est déterminé en tant que tel. Quand vous remontez à la plus ancienne manifestation du mot europée, qui est encore une fois un terme grec pour désigner une princesse, on s'aperçoit qu'on trouve europée dans différents textes très anciens du 7e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le terme existe déjà. Et on le trouve en particulier chez Hérodote, celui qu'on appelle le père de l'histoire, puisque c'est le plus ancien historien connu. Lorsqu'Hérodote, définissant déjà par la question qu'il va se poser, vous allez le voir dans un instant, l'état d'esprit européen, dit comment se fait-il que les trois parties du monde que nous connaissions, car à l'époque on ne connaissait que trois parties du monde, on ne connaissait pas évidemment les Amériques, et on ne connaissait pas non plus l'Océanie. Donc il n'y avait pour les Grecs de l'époque, pour les historiens ou les géographes grecs, que trois parties du monde. L'Asie, qui se dit en grec Asia, du nom d'une princesse asiatique, la Libye, qui se dit en grec Libya, et qui désigne ce qu'on appellera plus tard Africa, mais le premier nom de l'Afrique c'est la Libye, ce nom lui est resté, qui est aussi une princesse, mais africaine, ou en tous les cas libyenne, et Europée, qui est le nom d'une princesse non pas européenne, mais asiatique, puisque Europée est née à Tyr, sur les rivages actuels du Liban, qui est considéré par Hérodote, premier historien mais aussi premier géographe, comme asiatique. Et Hérodote se pose une question critique qui deviendra la question critique traditionnelle des auteurs européens ultérieurs. Comment se fait-il que la Terre soit une? On ne sait pas si Hérodote savait si la Terre était ronde, on n'est pas encore à l'époque de Galilée, encore que les pythagoriciens pensaient que la Terre était ronde. Donc à peu près à l'époque d'Hérodote. Mais enfin, on ne sait pas si Hérodote pensait que la Terre était ronde, peu importe, elle était une sphère. Mais en tout cas, il pense que la Terre est une, qu'elle soit plate ou qu'elle soit ronde. Comment se fait-il que l'on donne à la Terre trois noms différents? Asia, Europée, Libya. Et il se demande en particulier, deuxième question critique qu'il pose, pourquoi est-ce que Europée donne son nom à ce qui géographiquement, déjà à l'époque d'Hérodote, s'appelle l'Europe, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds, c'est l'expression qu'utilise Hérodote, en Europe. Vous vous souvenez en effet qu'Europée est née à Tyr, qu'elle a été ravie sur le rivage de Tyr par Zeus transformé en taureau d'une blancheur étincelante, parce qu'il avait été séduit par la jeune fille qui jouait au ballon, nous dit Hérodote toujours, qui jouait au ballon, le ballon existait déjà. Hommage rendu à l'équipe de Paris Saint-Germain qui a gagné hier. Je vous le dis d'autant plus volontiers que je suis Marseillais. Et donc plutôt disciple de l'OM que de Paris PSG. Mais on jouait déjà au ballon à l'époque. Et Zeus, séduit par la jeune fille, la ravit, elle s'agrippe à sa crinière, il traverse les flots et il va s'établir en Crète, qui n'est pas grec à l'époque, mais qui est asiatique. On ne parle pas le grec à l'époque, on parle une langue égyptienne. Donc Europée, c'est toujours Hérodote qui vous parle, n'a jamais mis les pieds en Europe. Comment explique à ce moment-là que les Européens utilisaient ce terme, alors qu'ils auraient pu prendre le terme d'Asia, puisque après tout, l'Europe n'est qu'un petit cap du continent asiatique, comme je le rappelais tout à l'heure en citant Nietzsche et Paul Valéry. Ceci pour vous dire que on ne sait pas exactement ce que représente l'Europe. Europée est un personnage mythologique. Pourquoi est-ce que les Européens ont pris le nom d'un personnage mythologique et non pas d'un personnage réel, historique, politique ou écrivain? Pourquoi l'Europe ne s'est pas appelée l'Homérie, par exemple, en hommage à Homère, à l'Iliade et à l'Odyssée? Pourquoi Europée? Aucune réponse, je vous rassure tout de suite, n'est donnée ni par Hérodote ni par les historiens modernes du XXe ou du XXIe siècle. On constate un fait qui est brut, c'est que l'Europe ne tire pas son nom d'elle-même. Et alors là, c'est intéressant, et ça a été remarqué par Denis de Rougemont et d'autres grands théoriciens de l'Europe. Vous savez que Denis de Rougemont est le père du fédéralisme européen. Comme par hasard, c'était un Suisse, comme Jean-Jacques Rousseau. Il a enseigné lui-même d'ailleurs à l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève.
Et Denis de Rougemont, qui était à la fois suisse, fédéraliste et pro-européen, insistait sur le fait que dans le nom même d'Europée, il y a déjà sa dimension transgressive. Parce que lorsqu'on relit le mythe d'Europée, je continue à l'appeler Europée pour la distinguer de l'Europe en tant qu'entité géographique, on s'aperçoit que le père d'Europée, Agénor, inquiet ou angoissé même de voir sa fille disparaître à la suite d'un taureau dans lequel il n'a pas reconnu Zeus, s'il l'avait reconnu peut-être l'aurait-il laissé partir, en tout cas sans pleurs, a envoyé ses fils à sa recherche. Et les 3 fils d'Agénor ont colonisé les autres pays. Autrement dit, l'Europe commence à sa disparition par la colonisation d'autres peuples dans le mythe. Il y a déjà cette idée dans le mythe européen, cette idée d'une poussée hors de soi, d'une sortie de soi, d'une sortie de son Tyr natal, de son Asie natale, de son Liban, je modernise, natal, pour aller ailleurs. Et vous allez voir dans un instant que ce qui définit fondamentalement la pensée européenne, j'allais dire la poussée européenne, c'est cette volonté de s'exproprier d'elle-même pour aller conquérir de nouveaux rivages ou de nouveaux domaines ou de nouveaux chemins ou de nouvelles instances. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement européen que certains auteurs, allemands en particulier, récemment ont parlé de mythomotricité européenne. L'expression est un peu lourde, je m'en excuse, mais elle n'est pas de moi. Elle est donc très académique. La mythomotricité européenne, c'est le fait que l'Europe a un mythe constitutif qui est la motricité, le mouvement en avant, le passage hors des frontières, c'est-à-dire ce qu'on appellerait, dans un langage plus poétique et en même temps plus psychanalytique, la transgression. L'Europe est transgressive, c'est-à-dire qu'elle veut toujours sortir de ses propres limites, de ses propres frontières. On le voit dès 1492, quand les souverains espagnols comme portugais demandent à des conquérants comme Amerigo Vespucci, qui donnera son nom au Nouveau Monde, comme Christophe Colomb, mais aussi comme beaucoup d'autres, de faire le tour du monde et de conquérir de nouvelles terres. Alors aujourd'hui, lorsque l'on parle de la colonisation européenne depuis en gros le XVe siècle, c'est-à-dire depuis les 5 derniers siècles, depuis 500 ans, pour simplifier, on critique cette colonisation en ne voyant en elle qu'un besoin de tyranniser les autres peuples, ou en tout cas de dominer les autres peuples, de tirer des richesses lors des colons ou des militaires espagnols et portugais, italiens aussi, plus tard allemands, bien entendu français pour l'Afrique équatoriale et d'autres colonisations de la France, ne serait-ce que l'Algérie, mais il y aurait aussi évidemment toutes les colonies extra-européennes de la France ou de l'Europe. On voit toujours un intérêt militaire, un intérêt économique et bien entendu un intérêt financier ou industriel direct. Quand on étudie la question, et je me suis intéressé pendant des années à cette question pour essayer de voir quel était le mouvement qui portait en avant toujours ce cumul de connaissances des Européens, on s'aperçoit que c'est un besoin de découverte essentiel, un besoin de porter son regard sur autre chose que soi-même. L'Européen, qu'il soit homme de science, mathématicien, physicien, médecin, qu'il soit poète, écrivain, philosophe, qu'il soit ce que vous voulez, qu'il soit homme de culture pour simplifier, éprouve toujours le besoin d'aller de l'avant. On ne trouve cela quasiment chez aucun autre peuple que les peuples européens. Il n'y a jamais eu d'expansion naturelle des civilisations. Il y a eu parfois des guerres de frontières où l'Égypte essayait de conquérir la Mésopotamie, où la Chine se défendait contre les barbares, où les premiers Amérindiens, en particulier en Amérique centrale, essayaient de conquérir d'autres peuples qui leur étaient liés.
On le voit très bien avec les Incas ou avec d'autres peuples amérindiens de cette époque, c'est resté toujours très très limité. Alors l'exemple le plus net que donnent tous les historiens, c'est l'exemple de cet empereur chinois qui, au XIVe siècle, voulut sortir un petit peu de la Grande Muraille qui enserrait la Chine dans ses propres limites et construisit une flotte absolument formidable qui se développa pendant plusieurs années dans toute la mer de Chine et dans toutes les mers avoisinantes, c'est-à-dire dans le monde asiatique. Ensuite, la flotte revint dirigée par un commandant de la flotte et fit son rapport à l'empereur chinois dont j'ai oublié le nom, j'essaie de le retrouver, il me reviendra peut-être tout à l'heure. L'empereur chinois prit bonne note avec ses différents intellectuels, géographes, historiens, mandarins chinois. Et la première décision qu'il prit fut, vous ne l'attendiez peut-être pas, de couler la flotte. Toute la flotte fut coulée. Et la Chine se referma définitivement sur elle-même jusqu'à ce qu'elle se rouvre au XXe siècle. Et Dieu sait qu'elle s'est ouverte. Rappelez-vous, quand la Chine s'éveillera de l'imperfite. Mais elle s'est complètement refermée comme une huître. On s'aperçoit que toutes les grandes civilisations qui nous ont précédés, qui ont précédé la civilisation occidentale, pour simplifier, ont été des civilisations qui n'ont pas voulu sortir de leurs limites. Ce sont des sociétés, comme les appelait Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, des sociétés closes. Le terme n'est pas péjoratif chez Bergson, ni a fortiori chez moi-même qui le reprend. C'est un terme que l'on retrouve aussi chez le grand épistémologue britannique Karl Popper, Sir Karl Popper, puisqu'il avait été anobli dans les années 50 par la reine Élisabeth. Et quand vous lisez Sir Karl Popper, vous voyez que Karl Popper, reprenant l'idée de clôture qu'il emprunte à Bergson, distingue deux types de sociétés, les sociétés closes, refermées sur elles-mêmes, donc, et les sociétés ouvertes, c'est-à-dire les sociétés démocratiques, dont le modèle sont les sociétés européennes. Vous voyez que nous avons glissé là incidemment et insensiblement du monde culturel et même linguistique au monde politique et social. Autrement dit, ce qui fait l'unité de la pensée européenne, c'est son ouverture et un mouvement qui la pousse sans cesse à s'ouvrir à d'autres mondes pour les connaître, pour les conquérir, parfois pour les dominer, parfois aussi pour les détruire, parfois aussi pour se détruire en les détruisant. Donc il y a un phénomène de turbulence incessante dans la pensée européenne, et je voudrais essayer de vous montrer ce qui la légitime aux yeux des Européens, sinon à mes yeux. Je ne suis ici que l'intermédiaire, que l'intercesseur, pour vous montrer que l'Europe est un concept déplacé. L'Europe est une notion, si je laisse de côté évidemment la dimension strictement européenne de la géographie, l'Europe en tant que donnée culturelle ou civilisationnelle est un concept qui est toujours en état de déplacement incessant. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais son lieu nulle part. Et en ce sens, l'Europe est utopique. Pour reprendre le titre de l'Utopia de Thomas More, qui, comme vous le savez, est un des plus grands humanistes européens, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Utopia, en latin, bien qu'à partir d'une racine grecque, topos, qui veut dire le lieu, et la négation ou, qui veut dire non, donc mot à mot utopia, latinisé en utopia, parce que le mot utopia n'existe pas en grec, mais les deux racines sont grecques, veut dire mot à mot le monde de nulle part, le non-lieu, non pas au sens juridique évidemment du terme, mais au sens géographique ou topologique du terme, le non-lieu. Autrement dit, il vous raconte l'histoire d'un pays qui n'existe nulle part. Et ce pays, d'une certaine manière, c'est l'Europe, car l'Europe ne se limite jamais à son propre lieu. Elle veut toujours dépasser ses frontières. Alors, d'où vient cette prétention, réelle ou supposée, légitime ou illégitime, vous jugerez comme vous l'entendrez, et on en parlera tout à l'heure lors de la discussion. D'où vient cette prétention de l'Europe, et donc de l'Occident européen ou européanisé, à dépasser toujours ses frontières, comme on le voit en particulier dans le fameux discours de Kennedy, discours d'investiture, lorsque le président Kennedy
dit, lorsqu'il fut investi par le Parti démocrate, avant d'être élu président de la République américaine, je vous rappelle que l'Amérique est une république, on dit toujours les États-Unis, on oublie de dire la République des États-Unis. C'est une république, res publica. Il avait inventé le concept de New Frontier, de nouvelles frontières. Vous savez que les États-Unis se sont développés en partant des 13 colonies américaines sur la côte est, du côté de Boston, là où était arrivé le Mayflower et d'autres bateaux de ce type venant d'Angleterre et de Hollande, puis par la suite d'Allemagne, mais via la France, l'Angleterre ou la Hollande. Et ensuite, ces 13 colonies, quand elles ont acquis leur indépendance, après la Boston Tea Party, je n'entre pas dans les détails, se sont développées vers l'ouest. Et comme l'ouest était lointain, les Américains ont appelé ça le Far West. C'est de là que viennent les films de cow-boys, comme on disait dans le temps, les films du Far West. Mais quand le Far West a été atteint, c'est-à-dire la Californie, qui était espagnole, dois-je le rappeler, avec le Nouveau-Mexique, et où on ne parlait qu'espagnol au XVIIIe siècle là-bas, personne ne parlait anglais, quand les anglo-saxons américanisés sont arrivés et ont fait de la Californie et du Nouveau-Mexique, et finalement de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, un pays uniforme, autant que peut être uniforme 50 États différents, qui ont quand même une langue unique, l'anglais, même si l'espagnol et d'autres langues sont revenues se développer à partir de la base anglo-saxonne, la frontière du Pacifique était atteinte comme la première frontière de l'Atlantique avait été atteinte avec les 13 colonies. D'où l'idée de Kennedy d'atteindre une nouvelle frontière, c'est-à-dire de dépasser les frontières terrestres pour aller dans les frontières, non pas simplement célestes, mais cosmiques. Conquête de la Lune. Et rappelez-vous les textes de Kennedy, quand il a été président des États-Unis, alors que l'Amérique n'avait pas encore envoyé un satellite. Le premier satellite, Sputnik, ayant été envoyé par l'URSS. Donc défi à l'Amérique et au monde libre, comme on disait à l'époque. Et à l'époque, ça avait fait rire la presse entière ou le monde entier. Kennedy avait dit « La décennie des années 60 ne s'achèvera pas avant que les Américains n'aient mis un pied sur la Lune. » Éclat de rire général. La décennie s'est achevée, les Américains étaient sur la Lune. Armstrong. Ça vous montre cette idée toujours de transgresser les limites. Alors, cela dit, les limites sont restées quand même patentes puisqu'on n'a toujours pas atterri sur Mars, ni conquis l'ensemble du système solaire, a fortiori extrasolaire. Là, je crois qu'on ne le conquérera jamais, puisque la plus proche étoile ou la plus proche galaxie est à des millions d'années-lumière. C'est-à-dire à la vitesse de la lumière, il faudrait des millions d'années pour arriver. À moins qu'on ne trouve d'ici là un moment, une possibilité de court-circuiter la vitesse de la lumière, d'aller plus vite qu'elle, ou de passer par une sorte de transportation extra-spatiale où l'on se retrouverait dans une autre galaxie sous couvert d'une simple décision. Les auteurs de science-fiction en parlent depuis les années 20 et les années 30 aux États-Unis et en URSS de l'époque. Donc c'est un vieux rêve occidental de transgresser toutes les limites, y compris les limites non seulement de la Terre, mais du cosmos, non seulement de la Voie lactée, mais de toutes les voies lactées possibles, c'est-à-dire de tous les groupements d'étoiles, de tous les groupements stellaires, pour essayer de conquérir le monde tout entier, pas simplement le monde terrestre. Alors d'où est-ce que cela vient? Je voudrais faire un retour rapide à la Grèce pour vous montrer que ça vient de l'idée grecque, reprise évidemment et relancée par le monde romain qui a inventé, ne l'oublions pas, le droit et le droit international. Et donc, la romanité s'est imposée dans l'ensemble du monde européen. Mais il y aurait aussi l'avènement chrétien, mais je n'en parlerai pas parce qu'il est surtout moral et politique, beaucoup plus que scientifique. Mais l'idée grecque, c'est l'idée d'un regard, je reviens à la notion de regard, qui ne peut pas s'arrêter à un horizon. Notre regard est toujours limité par un horizon. L'horizon de cette salle, c'est évidemment les murs de cette salle. Si je sors de cette salle de votre ville, j'aurai un horizon plus large, la ville de Paris. Si je sors de Paris et si je vais sur quelques autoroutes qui encerclent Paris, j'aurai un horizon encore plus large. Si je suis sur la Nationale 7
ou sur l'autoroute qui descend vers Aix-en-Provence et Marseille, j'aurai encore un horizon encore plus large, mais ça sera toujours borné par la Méditerranée. Et d'horizon en horizon, je ferai le tour de la Terre. Ce n'est pas satisfaisant pour un grec. On le voit très bien déjà chez Platon, lorsque Platon fait remarquer dans la plupart de ses dialogues, je ne les citerai pas, que ce qui définit la pensée de l'homme, il ne dit pas l'homme grec ou l'athénien, lui qui était athénien comme Socrate. Il dit anthropos, ce qui fait le regard de l'homme, le regard anthropologique, je modernise au sens de Lévi-Strauss, qui parle d'un regard dont je reparlerai dans un instant, le regard éloigné. Ce qui fait le regard anthropologique, dit déjà Platon, c'est le fait qu'il va toujours plus loin. C'est qu'il vise ce que Platon appelle, vous connaissez tous l'expression, l'idée. Nous avons un regard en Europe idéalisant, c'est-à-dire que nous visons toujours un modèle. Et je voudrais vous le montrer sur un exemple très précis, non pas chez Platon, mais sur un auteur peu connu, enfin peu connu des non-spécialistes, et je supposerai, sans vous vexer, que vous êtes des non-spécialistes, mais si vous le connaissez encore mieux, c'est Proclus. Proclus était un Égyptien, un néoplatonicien du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, donc 600 ans ou 700 ans après Platon et Aristote, la grande époque philosophique et scientifique et mathématique des Grecs, qui était un Égyptien, mais de formation grecque, puisque, comme vous le savez, après Alexandre le Grand, quand il a créé Alexandrie, en Égypte, l'Égypte est devenue grecque d'abord, puis romaine, avec la conquête par Jules César et le monde romain. Donc c'est devenu, rappelez-vous, la bibliothèque d'Alexandrie, où il y avait essentiellement des textes grecs, et qui a été brûlée, semble-t-il, par les Romains. Et rappelez-vous ensuite la romanité, la romanisation, si je puis dire, ou la latinisation de ce monde-là. Mais la langue dominante en Égypte de l'époque, c'était la langue grecque, qui était la langue scientifique, comme aujourd'hui la langue scientifique, c'est l'anglais, si vous voulez. Mais c'était encore peut-être plus net à l'époque qu'aujourd'hui. Aucun texte scientifique à l'époque latine, je ne parle pas de l'époque grecque, n'était écrit en latin, c'était toujours écrit en grec. En particulier les textes mathématiques, les textes physiques, les textes alchimiques ou les textes astrophysiques. Et Proclus est à la fois un philosophe néoplatonicien, donc d'un platonisme tardif, et en même temps un mathématicien égyptien. Et dans un texte fameux, voici ce qu'il dit du modèle grec. Lui qui se sait égyptien, même s'il connaît la langue grecque, et qui sait très bien qu'il n'appartient pas tout à fait au monde grec. C'est un sémite qui parle grec, comme je suis un méditerranéen qui parle anglais. Donc je peux quand même changer de langue et donc de culture. Mais quand il définit le monde grec dans un texte fameux qui est un commentaire sur les mathématiques d'Euclide, donc c'est un mathématicien qui parle en tant que tel, voici ce qu'il dit. J'ai porté le texte afin de ne pas me tromper. Le modèle grec est infiniment supérieur à tous les autres modèles, y compris égyptiens. Lui, l'Égyptien. Pythagore donna à la philosophie géométrique la force d'une éducation libre en reprenant toutes choses au commencement pour découvrir les choses par un examen de théorèmes, théoria, le regard, qui mettent en œuvre une méthode qui n'est pas empirique et qui est purement intellectuelle. Voilà, je vous ai donné cette phrase qu'on trouve dans le commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps avec Archimède, et Pierre de Fermat et quelques autres. Il y en a quelques-uns de très très grands, mais enfin à l'époque, ils ont inventé les mathématiques, ces philosophes grecs. Or, la science européenne, la théorisation de l'Europe, et pas simplement en mathématiques ou en physique, je ne voudrais pas limiter mon propos à cela, mais dans ce qu'on appelle les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la politique, l'économie, la linguistique et beaucoup d'autres, ou plus généralement l'art, ou tout simplement toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient, qui vont définir ce qu'on appelle une civilisation. Je reviendrai dans un instant sur le terme de civilisation. Dans tous les cas de figure dont je viens de parler, le regard porté par l'Européen, par le penseur européen, qu'il soit mathématicien, physicien, astronome, chimiste,
mais aussi bien poète comme Baudelaire, aussi bien peintre comme Cézanne, au pied de la Sainte-Victoire, c'est toujours un regard théorique. Lisez les textes théoriques de Cézanne, par exemple, ou les textes théoriques de Van Gogh dans ses lettres à son frère Théo. Ce sont à chaque fois des textes de théorisation. L'homo occidentalis, ou l'homo europeanus, si vous le voulez, ne peut pas s'empêcher de théoriser, même quand il n'est pas dans le cursus mathématique en tant que tel. Alors, quelles sont les 4 caractéristiques? Je les ai notées ici, même les 5 caractéristiques de la pensée européenne. On le voit très bien dans cette citation de Proclus que j'ai donnée. La connaissance est l'objet, dit Proclus, d'une éducation libre. C'est la première caractéristique de la pensée européenne. C'est qu'elle est une éducation libre. Dois-je vous rappeler, je m'aperçois parfois que dans différentes conférences que je fais, mon auditoire ou une partie de mon auditoire est stupéfait d'apprendre que l'école est une invention européenne. Comment, M. Mattei, tous les peuples ont eu des écoles? Non. Aucun peuple n'a eu d'école en dehors des Grecs. Le terme d'école vient du latin scolae, vient du grec scolae, qui signifie temps d'arrêt. Premier sens. Deuxième sens, loisir. Et troisième sens, l'école des loisirs, comme on dirait aujourd'hui, du côté de l'éducation nationale, rue de Grenelle. Je veux dire par là que scolae signifie le temps d'arrêt dans les affaires de la cité, police. C'est-à-dire qu'on interrompt un instant les luttes politiques ou les luttes militaires et on se consacre aux choses de l'esprit. C'est ce que les Grecs appellent scolae. La première définition qu'on trouve de la scolae, vous avez dans le Théétète de Platon, quand Socrate, qui est le porte-parole habituel de Platon, dit à son jeune ami mathématicien qui porte le nom de Théétète, qui est un prénom grec comme Théodore, en lui disant « Ne penses-tu pas que les mathématiques dont tu fais profession, c'est un jeune mathématicien, sont une sorte de scolae, on ne va pas traduire par école, sont une sorte de temps d'arrêt dans la vie qui nous presse sous forme de stress, comme on dirait aujourd'hui, dans la vie quotidienne. Donc lorsqu'on arrête un instant les problèmes politiques sur l'agora et que l'on se consacre aux choses de l'esprit, mathématiques, physique, chimie, tout ce que vous voulez, ou même alchimie de l'époque, dans ce cas-là, on est de loisirs. Et vous ne trouvez pas d'école, je n'ai pas dit d'éducation. Tous les peuples, sans exception, depuis l'homme des cavernes, ont eu une éducation familiale ou sociale. Dans les peuples de pêcheurs, on apprend à pêcher dès l'enfance. Dans les peuples de chasseurs, on apprend à chasser dès l'enfance. Dans les peuples agricoles qui sont fixés sur une terre, on apprend à semer et à récolter dès l'enfance. Mais ce n'est pas une éducation libre, comme dit Proclus. Ce n'est pas une éducation intellectuelle. En un mot, ce n'est pas une éducation théorique. Qu'est-ce que c'est que l'école? C'est l'éducation de la théoria. Une école, c'est une éducation du regard que vous allez porter sur le monde, que vous allez porter sur les choses. Que ce regard soit mathématique, physique, historique, géographique, ce que vous voulez. Mais ce regard est toujours identique parce que c'est le même œil, l'œil de l'âme, comme dit Platon au livre 6 de la République, qui va dans une direction. Donc, premièrement, la connaissance est l'objet d'une éducation libre. Deuxièmement, dit Proclus, l'école ou le regard libre ne se contente pas de mesures empiriques, mais remonte au commencement des raisonnements, dit-il, pour se fonder sur des principes. La pensée européenne se fonde toujours sur des principes. Alors aujourd'hui, je sais qu'on dit beaucoup sur des valeurs. Quelles sont les valeurs européennes? Je vous rassure tout de suite, il n'y en a pas. Il n'y a aucune valeur européenne. Sinon, à la bourse, où les valeurs montent et descendent, c'est-à-dire se valorisent ou se dévalorisent, en fonction des évaluations qui renvoient à des évaluateurs comme vous ou moi quand nous jouons en bourse, si nous jouons en bourse. La pensée européenne n'a jamais été fondée sur des valeurs. Le terme est un terme économique qui n'a été introduit qu'à la fin du XIXe siècle. Quand vous lisez la Révolution française, personne ne parle de valeurs. On parle du principe de liberté, du principe d'égalité, du principe de fraternité. Jamais un homme politique de la Révolution, ou même de la contre-révolution, Joseph de Maistre, n'aurait parlé de valeurs. Le terme ne vaut que ce que vaut l'évaluation de cette valeur. Quand une valeur se dévalorise, cette valeur n'a plus de valeur. Comme par exemple quand il y a une dévaluation. On a connu ça par exemple à l'époque de la République de Weimar, où pour acheter un timbre en Allemagne à l'époque, il fallait avoir 3 milliards ou 4 milliards de marques. Donc les gens allaient dans les postes avec des
des brouettes d'argent pour acheter un timbre. Alors si la liberté, l'égalité, la fraternité ou le regard théorique se valorise ou se dévalorise de cette manière, tout est perdu en tant que tel. Non, la pensée européenne est fondée sur des principes, c'est-à-dire sur quelque chose qui est au commencement. Un principe se dit en grec axioma. Et voilà pourquoi les principes scientifiques sont des axiomes en tant que tels. Et je crois qu'il existe des axiomes éthiques aussi, par exemple l'axiome de la dignité de l'être humain. Une des significations du terme axioma en grec, prenez un dictionnaire grec, c'est aussi la dignité. Et donc la dignité des principes mathématiques s'appelle pour cette raison des axiomes, comme l'axiome des parallèles chez Euclide ou tel axiome intéressant. Troisième caractéristique, la pensée européenne énonce des théorèmes, justement parce qu'elle est théorique, et voilà pourquoi on parle de théorème en sciences, c'est-à-dire des propositions dont on établit la vérité à partir de raisonnements logiques, et non pas de constatations empiriques. Ce sont des raisonnements logiques, c'est-à-dire abstraits, a priori, comme disent les philosophes. Quatrième caractéristique, et le mot est utilisé par Proclus, pour arriver à démontrer des vérités abstraites, c'est-à-dire des vérités théoriques, il faut utiliser une méthode. Doit-on rappeler une fois de plus que la philosophie moderne est née du discours de la méthode de René Descartes au XVIIe siècle, où il invente ce qu'on appelle encore aujourd'hui les coordonnées cartésiennes, axe des x, axe des y, qui permettent de modéliser en quelque sorte la réalité que l'on vise, quelle que soit cette réalité, ça peut être des statistiques, ça peut être n'importe quoi. Donc une méthode, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure rationnelle et progressive qui avance pas par pas, step by step, comme disent les Anglais, pour arriver au but que le regard s'est fixé dans une direction. Et enfin, cette connaissance, termine Proclus sa définition, n'est jamais empirique, c'est-à-dire n'est jamais une collection de faits, F-A-I-T-S, d'éléments, même justes, même vrais, c'est toujours une démarche purement intellectuelle. Autrement dit, ce qui définit fondamentalement la pensée européenne, c'est qu'elle intellectualise tout, y compris la sexualité, voyez Freud, y compris la génétique, voyez Mendel, y compris la réalité, voyez Durkheim, la réalité sociale. Toute chose doit être susceptible d'être théorisée sous forme de théorème ou de théorie, et donc il existe des théories scientifiques, mais il existe aussi des théories sociologiques, il existe des théories politiques, il existe des théories économiques, il existe des théories financières. En tout domaine, il peut, que dis-je, il doit exister des théories, c'est-à-dire un certain regard porté sur la réalité tel que cette théorie aboutit à la connaissance d'un modèle, donc à une modélisation, et cette modélisation doit permettre de comprendre la réalité empirique. Autrement dit, la pensée européenne fait toujours un détour par le théorique pour revenir à l'expérience. C'est exactement ce que faisait déjà Platon dans le mythe de la caverne, où l'on sort de la caverne pour aller théoriser les étoiles et on redescend dans la caverne pour comprendre comment les ombres sont-elles projetées sur le mur de la caverne. Autrement dit, la grande découverte des Européens, et encore une fois, permettez-moi d'insister, en tout domaine, pas simplement dans le domaine mathématique, physique et, disons, scientifique, au sens des sciences dures dont on parle aujourd'hui, mais en tout domaine, dans le domaine poétique aussi. Il y a toujours une théorie poétique d'Ésope jusqu'à André Breton et le surréalisme. Il y a toujours un discours théorique qui essaye de modéliser une action ou un ensemble d'actions humaines pour essayer d'en comprendre le sens. Je vais plus rapidement pour finir dans les 5 ou 6 dernières minutes. Qu'est-ce que vise au fond la pensée européenne? Et c'est ce qui lui donne une identité d'extériorisation, de mouvements compulsifs vers la connaissance d'autres mondes ou d'autres pays. On le voit très bien avec une métaphore que je vais utiliser en l'empruntant à l'histoire et non pas à la philosophie ou aux mathématiques pour changer de référence. Vous vous souvenez sans doute de Charles Quint, même s'il n'est plus tellement appris aujourd'hui à l'école, qui a quand même été empereur d'Europe. Après Charlemagne, et après les empereurs romains qui ont les premiers imposé à l'Europe sur le plan politique l'idée d'une unification
de la zone géographique que l'on appelle l'Europe, encore une fois depuis Hérodote. Qu'est-ce qui peut permettre d'unifier cela? Les Romains pensaient que c'était le droit. Les Grecs avant eux pensaient que c'était la philosophie, ou la rationalité philosophique, disons pour simplifier. Les Romains, eux, n'ont pas tellement la tête philosophique ni tellement la tête mathématique, ils ont la tête ingénieur, ce qui est déjà pas mal, et surtout la tête juridique, ce qui est peut-être encore mieux. Et les Romains, on le voit très bien avec les stoïciens, inventent l'idée d'un homme universel, c'est-à-dire d'un citoyen du monde, cosmopolites, citoyen du cosmos, citoyen du monde, c'est-à-dire l'idée cosmopolite qui fait que tous les hommes se valent juridiquement. Les Romains inventent l'idée d'un droit international, en quelque sorte, qui n'était pas chez les Grecs. Même si, en filigrane, il y avait chez les Grecs, par exemple chez Platon ou Aristote, l'idée que tous les hommes, même les esclaves, appartiennent quand même au genre humain. Mais ça ne les empêchait pas d'avoir des esclaves. Platon avait des esclaves, Aristote avait des esclaves. Et Aristote, quand il se pose la question de savoir si on peut se passer des esclaves, répond non. Ou alors on pourrait s'en passer le jour où les navettes marcheront toutes seules. Les navettes qui tissent, évidemment, le fil de la trame et de la chaîne pour faire du vêtement. Autrement dit, le jour où nous aurons des automates, ce qui est le cas aujourd'hui, 20e siècle, 21e siècle, on n'aura plus besoin d'esclaves. Nous avons remarqué des travailleurs salariés, comme vous et moi, ce qui n'est peut-être pas mieux, car si un Grec revenait aujourd'hui au XXIe siècle, il dirait que l'esclavage a triomphé. Parce que pour un Grec, seuls des hommes libres ne travaillent pas. Il se consacre donc aux affaires de la cité, civisme, sur l'agora, par la suite sur le forum chez les Romains. Mais je reviens à notre ami Charles Quint. Charles Quint avait une devise pour l'Europe et pour l'Espagne, qui est toujours la devise de l'Espagne. Il la tenait de son médecin, un Italien, qui avait retenu en Italie cette devise dans la langue de son pays et qu'il apportait à Charles Quint, qui, chez lui, ne parlait que français. Charles Quint ne parlait que français à sa cour. Il ne parlait pas du tout espagnol. C'est comme plus tard Frédéric II qui dira à Voltaire, quand Voltaire le félicitait de la qualité de son français, Frédéric II lui disait « mais ça ne me gêne pas beaucoup, je ne parle allemand qu'à mon palefrenier et à mon cheval ». C'était un petit peu la même chose quelques siècles plus tôt chez notre ami Charles Quint. Il ne parlait que français chez lui. Alors quelle est l'expression latine qui le retient? C'est l'expression latine qui traduit un proverbe grec qui remonte aux travaux d'Hercule. Vous allez dire que je remonte très loin, mais vous allez voir que ça définit exactement la pensée européenne. Dans les 12 travaux d'Hercule, il y a le 10e qui est bien connu, c'est fermer la Méditerranée, qui est une mer à peu près fermée par ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule encore aujourd'hui, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. À l'époque, on ne parle pas de détroit de Gibraltar. Gibraltar est un mot arabe tardif qui date du 8e, 10e siècle après Jésus-Christ. À l'époque, les dieux ont demandé à Hercule, parmi ces 12 travaux, c'est le 10e, de fermer ce qu'on appelle en grec l'oikoumène, l'écoumène. L'écoumène, c'est la maison commune. Oikos, que vous avez dans l'économie, ou dans l'écologie, ça veut dire la maison en grec. Donc l'écoumène, c'est la maison commune, c'est-à-dire c'est le monde méditerranéen, gréco-romain, en gros, pour moderniser. Et les Grecs avaient dit, il faut fermer, il faut se protéger des barbares qui sont ailleurs, on ne sait même pas où ils sont, il faut rester chez nous, dans cette mer que les Romains appelleront d'ailleurs un lac romain. La Méditerranée était appelée par les Romains un lac, qui leur appartenait évidemment, un lac romain. D'ailleurs, ils étaient des deux côtés, puisque toute l'Afrique du Nord était romaine. Dois-je vous rappeler Saint-Augustin, qui est un berbère, c'est-à-dire un barbare, et qui est de langue romaine, et qui est le plus grand écrivain romain, et en même temps le plus grand écrivain chrétien. Et donc, il s'agissait de fermer par une première colonne qui était installée sur ce qui deviendra par la suite Gibraltar, c'est-à-dire le bas de l'Espagne, et une autre colonne sur ce qui deviendra le bout du Maroc, Ceuta actuellement, les colonnes d'Hercule. Et l'impératif des dieux imposé à Héraclès ou Hercule, c'était ne transgresse pas cette mesure, ne passe pas de l'autre côté, l'Atlantique. Et on sait déjà par Platon que l'Atlantique a mauvaise presse puisque l'Atlantide s'est effondrée. Disparition dans le Timée et le Critias de Platon de l'Atlantide. Donc ça paraissait douteux.
cet Atlantique qui avait déjà ce nom à l'époque, c'est-à-dire la mer d'Atlas, celui qui supporte le ciel. Et la phrase latine qui traduit la phrase grecque, qui est d'ailleurs oubliée, c'est nec plus ultra. Vous la connaissez, nous l'utilisons encore aujourd'hui. Autrement dit, tu n'iras pas, nec, négation, plus ultra, plus loin que les colonnes d'Hercule, que la Méditerranée, que le monde grec, puis le monde romain, puis le monde italien, puis le monde hispano-ibérique. Tu n'iras pas plus loin. Qu'est-ce que fait, à votre avis, Charles Quint? Il supprime le nec. Et il donne comme devise à l'Espagne, qui est toujours sa devise actuelle en 2013, et qui devrait donc être la devise de l'Europe si l'Europe savait ce qu'elle fait, plus ultra, qu'il traduit en français du XVIe siècle, plus ultre. Autrement dit, l'Europe doit toujours aller outre. Voilà pourquoi je vous disais, pour commencer, je vais m'arrêter là-dessus, que l'Europe est transgressive naturellement. Elle a un mouvement qui la porte toujours en avant pour conquérir de nouveaux domaines, qu'ils soient théoriques ou qu'ils soient pratiques. Plus ultre, il s'agit d'outrepasser toute limite. Alors vous voyez les conséquences, c'est là-dessus que je terminerai afin de vous donner la parole. Les conséquences négatives, c'est que quand vous outrepassez toute limite, vous tombez dans ce qu'on appelle chez les Grecs l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Il n'y a qu'un seul auteur qui a vraiment parlé de l'hubris au XXe siècle, c'est Albert Camus dans différents textes, Noces, L'été, Le premier homme aussi, son texte inachevé, dans lequel il montre que ce qui définit la pensée européenne, mais il en parle en moraliste et en romancier, assez rapidement, il ne théorise pas Camus tellement, puisqu'on a parlé de théorie et de regard, mais il jette quand même un regard de littérateur et de poète sur l'ignoble Europe, comme il l'appelle dans L'homme révolté, en montrant que l'Europe ignoble, 2 guerres mondiales, s'il vous plaît, suivie de la Shoah, c'est-à-dire près d'une centaine de millions de morts pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Autrement dit, l'Europe humaniste a fait plus de 100 millions de morts. Et on pourrait ajouter les morts soviétiques, puis ensuite les morts de Chine ou des autres pays communistes, comme le Cambodge, qui ont détruit le tiers de la population sur des bases européennes, c'est-à-dire sur les bases de Karl Marx. N'oublions pas que tous les tyrans asiatiques, de Staline à Mao Tse-tung en passant par les Khmers rouges, ont été tous formés à Paris, à la Sorbonne, sans exception. Donc ils ont européanisé l'idée de transgression en allant au-delà même de la transgression, en faisant une transgression de la transgression, une transgression au carré. Avec les conséquences que cela impose, c'est que l'Europe n'a pas été fidèle à son devoir de maîtrise et de mesure. Alors simplement un dernier mot, j'arrive à la fin de mon propos, on pourrait continuer longtemps, c'est l'idée de mouvement, je crois, qui définit cette mythomotricité de l'Europe dont ont parlé certains auteurs, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il y a une sorte de souffle européen, et c'est son mythe, et ce n'est pas un hasard si elle porte le nom d'une princesse mythique, cette Europe, c'est qu'elle veut toujours aller de l'avant. Elle est emportée par un mouvement tel que l'on se demande, pour reprendre l'expression consacrée, s'il y a encore un pilote dans l'avion, c'est-à-dire s'il y a encore un pilote dans l'Europe. Il semblerait que non, puisque l'Europe à 23, à 27 et peut-être même au-delà ne sait toujours pas qui elle est. Ce que l'on voit aujourd'hui, j'enseigne la philosophie politique à Aix-en-Provence à l'IEP et je donne des cours sur l'Europe à des gens qui vont présenter l'ENA. Et je m'aperçois très souvent en discutant avec mes étudiants, ou en les recevant en dehors même du cours, dans une discussion plus libre et détendue, et non académique, qu'ils ont une vision soit passéiste de l'Europe, historiciste, soit administrative de l'Europe, Bruxelles, soit une vision économiste de l'Europe, un libre marché commun, mais dans ce cas-là, si l'Europe n'est qu'un marché commun, le marché commun c'est déjà le monde, la mondialisation est européenne. Vous savez d'ailleurs, ça a été remarqué par tous les économistes, que la première mondialisation, je laisse de côté celle de Charles Quint et d'autres, mais la première mondialisation moderne de notre terre s'est passée avant la Première Guerre mondiale, puisque en 1912-1913, à l'époque où il n'y avait pas encore d'avion,
donc uniquement par bateau ou par route, il y avait plus d'échanges que dans les années 2000. On vient de rattraper, depuis quelques années, le retard que l'on avait avant la Première Guerre mondiale. Pour vous montrer à quel point la mondialisation est une longue histoire qui commence à la fin du 19e et 20e siècle avec le développement considérable de l'industrie sur toutes les mers grâce à l'effort des Anglais, des Anglo-Saxons et des Américains et des Européens qui dominent toutes les mers du globe. Le soleil ne se couchait pas, évidemment, sur l'empire anglais, sur l'empire du Royaume-Uni. Alors simplement, un mot de conclusion. La conclusion, dirais-je qu'elle est pessimiste ou qu'elle est optimiste? Je ne sais pas, c'est à vous de poser la question et d'en juger par vous-même. L'Europe n'arrive pas à s'unifier sous forme d'un dénominateur commun. 27 pays européens qui ne parlent pas la même langue, même si l'anglais s'est imposé, et après lui le français à Bruxelles ou à Strasbourg, mais ce n'est pas suffisant pour que les peuples européens parlent tous la même langue et se comprennent en tant que tels. Si les États-Unis d'Amérique, comme on devrait les appeler, se sont réalisés, c'est parce qu'il y avait une unité religieuse, un christianisme protestant, et une unité linguistique, l'anglo-saxon. En Europe, vous avez une Europe du Nord qui est protestante, une Europe du Sud qui est catholique, une Europe de l'Est qui est catholique, plus rigoureuse encore, et une Europe encore plus à l'Est qui est orthodoxe avec les pays slaves, et évidemment la Russie qui est en frontière de l'Europe et qui voudrait rentrer dans l'Europe elle-même. Petit cap du continent asiatique toujours. Donc on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile de savoir ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ni sur le plan géographique, ni sur le plan économique, zone de libre-échange, mais dans ce cas-là, cette zone pourrait s'ouvrir aussi au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie et à toute l'Afrique du Nord, ni sur le plan politique en tant que tel. Tant que l'Europe n'aura pas réussi sa mue, puisque nous parlions de mouvement tout à l'heure politique, l'Europe aura de la difficulté à pouvoir avancer et ces crises seront de plus en plus nombreuses, telles qu'on les voit en tant que telles. L'Europe, au départ, on a prêté aux créateurs de l'Europe le mot fameux « nous aurions dû commencer par l'Europe culturelle ». Elle n'a pas eu lieu en tant que telle, puisqu'on a commencé par le charbon et l'acier, la CECA. On a échoué ensuite à faire l'Europe militaire, comme vous le savez. On a réussi une Europe économique de libre-échange qui n'est pas appréciée partout, en particulier dans les pays de gauche ou d'extrême gauche qui refusent le libéralisme à tout prix de Strasbourg ou des pays européens essentiellement du nord de l'Europe. Donc il y a une tension ou une série de tensions dans l'Europe politique et économique et sociale qui n'est pas réalisée par le retour à une maîtrise de la culture européenne qui ferait que nous serions tous d'accord sur une identité européenne. Merci de votre attention. Donc la parole est à la salle. Allez-y, monsieur, vous avez un micro à proximité, je pense. Ça fonctionne? Oui, peut-être. Il faut appuyer en permanence? Merci. Non, non. La Chine de demain risque-t-elle ou peut-elle prendre le même rythme que l'Europe, passer vers la transgression, vers le dépassement de soi, vers l'extérieur, ainsi de suite, comme l'a fait l'Europe? C'est-à-dire que le modèle, merci de votre question, le modèle européen est donc occidental via l'Angleterre au XIXe siècle qui invente l'industrie et c'est repris par ces anglo-saxons que sont les Américains qui développent l'industrie au XXe siècle de façon considérable avec l'invention de l'aviation, même si c'est une invention française avec Clément Ader, mais la généralisation de toutes les inventions françaises ou européennes ont été le fait des Américains. Les frères Lumière ont inventé le cinéma en 1895 pour le laisser tomber tout de suite. Et ce sont les Américains qui tout de suite ont conquis avec Hollywood dès 1909-1910 la côte ouest et qui ont inventé les premiers grands studios de cinéma, alors qu'il y avait auparavant Cinecittà en Italie, etc. Donc le modèle occidental, et pas simplement européen aujourd'hui, s'est imposé avec tellement de force que je ne vois pas quel pays ou quel peuple ou quelle culture pourrait y résister. Les Chinois, en dépit des exigences de mesure qu'implique le confucianisme traditionnel, parce que le chinois est resté très confucéen en tant que tel, il y a d'autres grands penseurs chinois, mais c'est Confucius qui est le modèle traditionnel du mode de vie des Chinois de siècle en siècle, est complètement dépassé aujourd'hui par le modèle européen en tant que tel. C'est-à-dire que le développement actuel de la Chine, comme vous le savez,
sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan militaire, mais surtout sur le plan des innovations médicales, technologiques, scientifiques est telle qu'on ne voit pas ce qui pourrait les arrêter, c'est-à-dire qu'ils suivent exactement le modèle européen, mais en transgressant encore plus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de surenchère de transgression dans le modèle chinois ou dans les modèles qui lui sont liés, comme par exemple le modèle du sud de la Corée. Vous voyez Samsung, vous voyez Hyundai, vous voyez LG, etc., qui font pièce aux autres pays asiatiques et qui ont détruit toute l'industrie des téléviseurs, des caméras, des appareils de photo américains. Kodak a fermé à Rochester. Aujourd'hui, tout ce qui est image est produit en gros par les Asiatiques, c'est-à-dire par la Corée du Sud et par la Chine. Même les appareils Sony ou Panasonic japonais sont sous-traités en Chine et en Corée du Sud. Donc il y a une sorte de développement de ce monde océanien sur le plan des innovations technologiques et du commerce international qui est tel que l'on ne voit pas ce qui pourrait les arrêter. Sinon, l'autodestruction de la planète en tant que telle, parce que ça a été rappelé par plusieurs scientifiques et relayé par beaucoup de journalistes, si la Chine avait autant de voitures ou utilisait autant de métal ou d'acier que l'Europe ou que les États-Unis, ben, il n'y en aurait pas assez sur la planète entière pour fournir. Donc il faudra bien nécessairement que cette transgression chinoise, qui n'est rien d'autre que la transposition en Chine ou en Asie de la transgression européenne et occidentale, cesse un moment. Sans cela, la planète n'aura pas assez de biens matériels à fournir, à moins que l'on trouve d'autres matériaux. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres matériaux, ou en tout cas les matériaux que l'on trouve sont extrêmement chers, beaucoup plus chers que l'acier, le fer, le béton et les aciers et les matériaux traditionnels. Allez-y, monsieur. Je vais vous poser une question, monsieur le professeur. Qu'est-ce que c'est exactement un Européen? Qu'est-ce que je suis exactement, moi, Européen, au milieu des 300 millions d'Européens? Vous êtes une personne qui a différentes identités. Vous avez une identité, disons, parisienne, simplifiée, une identité professionnelle, que je ne connais pas, une identité familiale, certainement, une identité française, peut-être une identité méditerranéenne ou en tout cas latine, gréco-latine, et une identité européenne qui est la convergence de toutes ces identités. Il n'est pas improbable que nous vivions plusieurs identités, de la même manière que nous pouvons avoir plusieurs professions dans une vie quand nous quittons une profession pour une autre, ou plusieurs ménages dans une vie quand nous quittons un compagnon ou une compagne pour une autre, et Dieu sait que c'est développé aujourd'hui avec la généralisation du divorce ou de la séparation tout simplement de corps et de biens. Nous pouvons traverser plusieurs identifications, plusieurs identités. Alors, pour répondre directement à votre question, qu'est-ce que c'est que votre identité européenne? J'allais dire que seul vous pouvez le savoir. La possibilité indirecte de savoir quelle est notre identité européenne, c'est de revenir aux principes dont je parlais tout à l'heure fondamentaux, qui sont des principes dans le domaine politique de dignité, dans le domaine moral, pardon, de dignité humaine, et en politique de liberté et d'égalité et de fraternité, si l'on veut couronner les deux précédents principes. Dans le domaine scientifique, c'est d'être lié à l'école, à l'université et à la transmission d'un savoir. Disons, ce qui fait l'identité européenne, je crois fondamentalement, c'est un héritage. Et puisque je parle d'héritage, je répondrai plus directement à votre question en prenant une phrase de René Char, le grand poète, ami de Camus, puisque je parlais de Camus tout à l'heure, mais surtout ami d'Hannah Arendt, qui le considérait comme le plus grand poète de son époque. Hannah Arendt a connu à la fois Camus et René Char. On en parle dans le film d'ailleurs sur Hannah Arendt qui vient de sortir il y a 3 semaines, je crois, sur les écrans français. René Char dit dans Les Feuillets d'hypnose, qui est un texte de 1944 en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il est chef du maquis dans le Vercors, il écrit chez Gallimard des textes poétiques dont Les Feuillets d'hypnose, dans lequel vous trouvez cette phrase qui est commentée par Hannah Arendt
dans un texte que vous trouvez chez Gallimard en collection ID, en poche, qui s'appelle La crise de la culture. Ce n'est pas le titre exact en anglais. En anglais, le titre, c'est Between Past and Future, entre le passé et l'avenir. Et Hannah Arendt montre qu'entre le passé et l'avenir, chez les Européens comme chez les Américains, il y a un gap, dit-elle, un trou, un abîme. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous sommes séparés de notre héritage par une sorte d'abîme. Et la phrase qu'elle commente est la phrase de René Char, du poète donc vauclusien, c'est celle-ci: notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Autrement dit, nous avons un héritage culturel, nous avons un héritage politique, disons la démocratie pour aller vite, une république démocratique. Nous avons un héritage moral, disons le christianisme et la laïcité du XVIIIe siècle. Nous avons un héritage scientifique, Galilée, Descartes, Newton, Copernic, qui vous voulez. Mais cet héritage, comme dit paradoxalement René Char, n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire que les générations passées ne nous ont pas livré la clé de notre héritage. Nous avons failli dans la transmission de cet héritage, dans la tradition. Tradition en latin, ça veut dire transmissio, c'est-à-dire c'est une transmission. Quand l'école ne joue plus son rôle de transmettre véritablement, non pas des valeurs, mais des principes, et des principes fondamentaux, quand l'université, et c'est un universitaire qui vous parle, ne remplit pas ou suffisamment son rôle, ou quand les hommes politiques de droite comme de gauche ne remplissent plus en tant que modèle leur rôle de transmettre une certaine vision de la France, de l'Angleterre ou de l'Italie ou de l'Europe, et je ne parle pas simplement des scandales en Italie, en Espagne, en France, Cahuzac, tout ce que vous voulez, ce n'est que de l'écume, dirait Valéry. C'est la lame de fond qui est importante. C'est-à-dire que nous ne voyons plus à l'heure actuelle de politique, peut-être depuis De Gaulle ou depuis Churchill, je ne sais pas, qui montre vraiment, qui porte le regard au loin. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, je l'avais annoncé, mais quand on improvise, on oublie ce que l'on dit, ou ce que l'on voulait dire. J'ai cité à un certain moment Claude Lévi-Strauss, qui reprenait la métaphore du regard. L'un des derniers textes de Lévi-Strauss, en 1985-86, il est mort en 2000 ou 2001, quelque chose comme ça, donc à peu près 20 ans avant sa mort, où il était à l'Académie française, comme vous le savez. Il a écrit un ouvrage tout à fait remarquable, un de ses derniers textes, qui s'appelle Le regard éloigné, dans lequel il dit, Claude Lévi-Strauss, pardon ? Ah oui, tout à fait. Oui, donc c'est plutôt dans les années 8 ou 10. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est bien après 2000, oui. Puis, il n'avait pas tout à fait 100 ans. Mes souvenirs sont bons, mais il était dans sa 90e année. Et alors, dans cet ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle Le regard éloigné, il dit, mais il l'avait dit à d'autres reprises aussi, que ce qui l'a conduit à l'anthropologie, c'est la philosophie. Mais ce qui l'a conduit à la philosophie, c'est Jean-Jacques Rousseau. Dans un texte peu connu de Rousseau, sinon des spécialistes, qu'il appelle l'essai, que Rousseau appelle l'essai sur l'origine des langues. Il y a aussi l'essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui est bien connu, qui a rendu célèbre Rousseau, mais ce n'est pas de celui-là que Claude Lévi-Strauss parle. Dans l'essai sur l'origine des langues, il y a cette phrase tout à fait étonnante de Rousseau qui condense en 2 lignes, que je vais vous citer, la pensée européenne, et qui répond donc à votre question. Rousseau s'adresse à ses lecteurs et il dit « Si vous voulez connaître les hommes, si je veux connaître mon auditoire en ce moment, il faut regarder auprès de vous et parler comme nous le faisons ensemble. » Deuxième phrase. Si vous voulez connaître l'homme, vous voyez le passage du pluriel au singulier? Pas si vous voulez connaître les hommes, il faut regarder auprès de vous. Si vous voulez connaître l'homme, il faut porter votre regard au loin. Fin de citation. Autrement dit, si vous voulez savoir ce qu'est l'humanité, qui est une abstraction, il faut vous étourner un instant des hommes réels que vous connaissez et que vous côtoyez quotidiennement. Il faut vous détourner un instant de vous-même. Je réponds à votre question, qui suis-je moi en tant qu'Européen? Qui suis-je moi en tant que professeur d'université? Il faut que je me détourne de cela, que mon regard devienne critique à son propre dessein, que mon regard devienne critique vis-à-vis de lui-même. Il faut que le regard devienne critique du regard. Il faut que je m'autocritique d'une certaine manière. Et pour faire cela, il faut que je porte mon regard au loin. Voilà pourquoi, quand Montesquieu veut savoir qu'est-ce que c'est qu'un Français, il écrit les lettres persanes. Et il se met dans la peau d'un Persan. Quand Montaigne veut savoir ce que c'est qu'un Bordelais, il se met dans la peau d'un sauvage
Dans les essais, vous avez un chapitre qui s'appelle Des cannibales, dans lequel il dit que nous les traitons de cannibales et de sauvages alors que nous sommes encore plus sauvages qu'eux. Pas lui, le malheureux Montaigne, qui est quasiment peu sorti de Bordeaux, mais il parle évidemment des armées espagnoles et portugaises qui ont commis des crimes dans ce que l'on appelait le Nouveau Monde. Donc il y a toujours cette idée d'une excentration du regard. Au fond, pour dire ça en une phrase, ce qui définit l'Européen, c'est l'excentration du regard, point final. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le regard est toujours excentré de lui-même et de ce sur quoi il se pose. Car quand je regarde le Huron, comme au XVIIIe siècle, chez Lahontan par exemple, quand je regarde le Polynésien chez Bougainville, ou chez Diderot quand il écrit le supplément au voyage de Bougainville, j'excentre mon regard de Paris, Diderot était parisien, à Papeete, ce qu'on n'appelait pas encore Papeete, disons en Polynésie, à Tahiti, mais j'exorcise aussi mon regard du Polynésien pour essayer de viser à travers le Polynésien l'homme. Il faut que je porte toujours mon regard au loin. C'est-à-dire il faut toujours plus de théorie. Et c'est uniquement à cette condition, plus de théorie, plus ultra, que vous pouvez revenir à la pratique. Vous ne pourrez guérir le cancer ou le sida ou d'autres maux de ce type qu'en allant toujours plus loin dans la recherche théorique et non pas en faisant ce que Lévi-Strauss appelait du bricolage médical. Vous pouvez faire du bricolage médical et par exemple manger des plantes si vous avez un cancer ou faire des médecines douces et parallèles. Ça aide psychologiquement. Mais si vous avez un cancer du foie, ça n'aide pas du tout. Et ce qui aidera, c'est de faire des recherches théoriques en laboratoire, privées au public, on s'en fout, mais des laboratoires. Madame. Oui, est-ce que l'art est peut-être un témoignage, je parle par rapport à l'Europe, puisque nous parlons ce soir d'Europe. L'art, est-ce que c'est vraiment un témoignage comme vous avez parlé de cette région du monde qui veut toujours avancer, est-ce que nous, effectivement, en art, on avance? On a toujours avancé. J'ai peut-être du mal à me faire comprendre. Non, je pense avoir très bien saisi. Vous avez tout à fait raison de parler de l'art, car là encore, l'art occidental s'est imposé dans le monde entier. Oui. Aujourd'hui, quand vous allez chez un disquaire, pour ceux qui en restent, car tout le monde est maintenant sur Internet, sur Amazon et sur de la musique enregistrée sur MP3. Mais quand vous étudiez les musiques que l'on appelle les musiques du monde, vous apercevez qu'elles sont en déclin considérable. Les plus grands spécialistes de musique classique, les plus grands chefs d'orchestre, les plus grands violonistes sont tous asiatiques. Oui. Ils vous jouent du Bach, du Beethoven, Yo-Yo Ma, par exemple, et beaucoup d'autres. Enfin, je vous parle aussi de la peinture. La peinture s'est imposée partout. Tout ce qui achète les tableaux les plus chers de Van Gogh, sinon les Asiatiques? Oui. Parce que qui achète l'équipe de football du Paris Saint-Germain, sinon les Arabes? Oui. Parce que l'art, c'est aussi le regard. Bien entendu. Un regard. C'est essentiellement le regard. Et ce regard est toujours théorique. Oui. Ce qui définit fondamentalement la musique, que l'on qualifie un peu rapidement de classique, c'est-à-dire la musique européenne, depuis Palestrina, si vous voulez, depuis la naissance de la musique religieuse, qui est devenue par la suite de plus en plus laïque, jusqu'à la chanson quotidienne aujourd'hui, qui est totalement laïcisée. Joe le taxi. Oui, parce que en fait, quand on voit une œuvre de Leonardo da Vinci par rapport à une œuvre de Picasso, il y a quand même une différence. Oui, mais il y a toujours cette idée d'aller plus loin dans la théorisation de l'art. Quand vous voyez, vous prenez l'exemple de la peinture. Oui. Je reprends deux exemples. Je termine l'exemple de la musique que j'avais commencé. L'exemple de la musique. Ce qui définit la musique occidentale, c'est qu'elle est la seule au monde à être écrite. Les musiciens occidentaux ont inventé la partition. Or, une partition, c'est une donnée purement théorique. Si vous ne savez pas lire une partition, vous êtes analphabète en musique. Vous pouvez évidemment improviser au piano ou sur n'importe quel, ce qu'ont fait les Noirs américains au début du jazz, si vous voulez, dans les années 20. Mais aujourd'hui, le jazz est enseigné à la Juilliard School de New York, qui est le plus grand conservatoire mondial, où on étudie aussi bien la musique classique que toutes les formes de musique, dont le jazz. Donc, la musique européenne est une musique écrite, théorique,
complexe depuis la découverte de la gamme naturelle, dite gamme de Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Toutes les autres musiques non européennes ou extra-européennes, comme on dit, sont des musiques pentatoniques. Pentatonique. La musique européenne est la seule hexatonique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 notes. D'accord. Alors vous pouvez aussi, dans la musique européenne, avoir des gammes pentatoniques. Si vous voulez chanter Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, c'est sur 5 notes. Il n'y a pas le fa et le si. Sol, sol, mi, ré, do, la, sol, do, ré, mi, sol, la, do, ré, mi, sol, mi, ré, la. Vous n'avez ni le fa ni le si. Donc c'est uniquement sur 5 notes. Donc vous pouvez faire en musique européenne aussi, y compris en musique de jazz, etc., des gammes pentatoniques. Mais la gamme hexatonique, avec des complications théoriques qu'on apprend au conservatoire de musique, c'est une invention européenne. Je reprends votre exemple sur la peinture. La peinture européenne est aussi une invention scientifique. Quand vous prenez Giotto, quand vous prenez l'invention de la perspective avec Alberti, etc., vous apercevez que ce sont des calculs mathématiques faits par des gens qui sont des ingénieurs, qui sont des mathématiciens, qui sont des physiciens, qui sont des peintres, qui sont des architectes comme Michel-Ange, qui avait tout ça. Aussi. Mantegna, si vous voulez. Et cette évolution de la perspective en 3 dimensions sur un espace en 2 dimensions par définition, longueur et largeur, est allée jusqu'à la destruction du cubisme, avec toujours aller plus loin. Toute l'évolution de la peinture occidentale, c'est une conquête de la planéité, comme disent tous les spécialistes. C'est-à-dire que contrairement à la découverte de la perspective au XIVe et XVe siècle, on a découvert la planéité au XXe siècle. C'est-à-dire quelque chose de plat, la surface. Comme cette table. Par exemple, ce qu'on appelle la théorie support-surface en peinture dans les années 60-70. Mais à chaque fois, c'est cette idée que dans l'art, comme dans tout, dans la littérature, Joyce par exemple, dans Ulysse, vouloir toujours aller plus loin, conquérir de nouveaux espaces. Dans le cas de la musique, je termine parce que je suis musicien, cet exemple je le connais mieux que l'exemple de la sculpture ou de l'architecture. La musique est arrivée à une sorte de cul-de-sac où on ne peut pas aller plus loin, parce que quand vous arrivez, après Debussy et Ravel, à des accords de 7e, de 9e, de 11e et de 13e, vous ne pouvez pas continuer. Parce que l'accord de 13e, c'est un accord de tierce ou de quarte qui ne peut pas aller à un accord de 15 ou de 17e puisque vous revenez à l'accord de 9e ou de 11e, vu qu'il n'y a que cette note. C'est une question de combinatoire. Donc on a changé le fusil d'épaule, si j'ose dire, on a fait du sérialisme ou du dodécaphonisme. Dodéca, ça veut dire 12 en grec. Donc on prend les 12 notes de la gamme avec les notes noires, les touches noires et les touches blanches du piano, pour prendre l'exemple du piano, et vous arrivez à une impasse parce que vous arrivez à quelque chose de totalement atonal, la musique de Boulez, si vous le voulez, ou le surréalisme de Berriot, qui ne permet plus d'autres combinaisons que les combinaisons que l'on a déjà faites. Donc aujourd'hui, la musique est dans une sorte d'impasse. Alors, pourra-t-elle aller plus loin, plus ultra? Il le faut. Il le faut peut-être, mais pour l'instant, on ne voit pas, depuis les années 50 ou 60, de progrès, de modification des schèmes musicaux qui se sont imposés. Ce qui reste présent dans toutes les salles de concert du monde, je voudrais bien sur l'ensemble de la planète. J'étais en Chine il y a 2 ou 3 ans, je suis allé voir un opéra à Pékin, on donnait Carmen, c'est-à-dire un opéra du 19e siècle. Et tout ce qui est joué à l'heure actuelle, c'est de la musique du XVIIe siècle, du XVIIIe, du XIXe siècle. Ou du XXe siècle, pratiquement jusqu'au dodécaphonisme. Mais on joue très très peu d'opéra moderne. De temps en temps, on en sort quelques-uns, mais dans toutes les salles d'opéra, au Met, à New York, etc., c'est de la musique dite traditionnelle, dite tonale, et non pas atonale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres inventions, ou d'autres formes de musique, ou d'autres formes d'invention de gamme. Mais pour l'instant, ce qui s'est imposé, c'est la musique de type européen, y compris le jazz, y compris le rock, y compris le rap, etc. La musique africaine aussi, je pense. Oui, mais elle est intégrée au monde européen, par le disque, par le film, par la télévision, etc. Vous n'échappez pas à cette sorte de mainmise européenne, qu'on en soit satisfait ou qu'on le critique, et je suis moi-même très critique à cet égard, qui fait que le
mouvement européen de conquête, si vous le voulez, des informations, via l'informatique, via Internet, via la diffusion de toutes les formes de savoir et d'éducation et d'enseignement et de recherche, est telle que rien ne lui échappe. C'est une sorte de filet généralisé, une maille de filet généralisé qui enserre toute la planète, une grille. Ce n'est pas un hasard si les Américains ont appelé ça un net, c'est-à-dire un filet. Oui, exact. Et que les Québécois appellent ça la toile. La toile, oui. Toile qui entoure tout. Mais l'Europe d'aujourd'hui, Ben, l'Europe d'aujourd'hui, il faut demander ça aux hommes politiques. Nous sommes dans une mairie, demandez ça à monsieur le maire. ah oui, mais enfin c'est important pour nous tous. Et Ah pour ben, les générations à je suis venir. persuadé en tant que citoyen et en tant qu'individu, comme vous, le problème c'est que l'Europe d'aujourd'hui est en panne, est tout simplement en panne d'imagination, en panne d'idées, en panne de définition. Aujourd'hui, quand on lit pour cet ouvrage, Le procès de l'Europe, que j'ai appelé ainsi Le procès de l'Europe, pour essayer de, avocat de l'accusation et avocat de la défense, de voir un petit peu qu'est-ce que l'Europe se reproche à elle-même, pourquoi est-elle en état d'auto-accusation incessante. On s'aperçoit, j'ai lu à peu près 350 ouvrages, 374 exactement, pour écrire cet ouvrage. Vous apercevez que l'Europe est continuellement, l'Europe ou l'Occident est continuellement en auto-accusation, c'est-à-dire que la critique qui devait porter son regard au loin porte par un effet boomerang ce regard sur elle-même, c'est-à-dire que les Européens ne croient plus en eux-mêmes. Je parlais tout à l'heure avec Madame Vessière des billets de banque qui ont été décidés. Ah oui, les nouveaux. Voilà un billet de banque de 10 euros. Je ne suis pas bien riche. Hein. Sur tous les billets de banque européens, aucun être humain. Première fois dans l'histoire de la monnaie humaine, où la monnaie était toujours frappée par le profil d'un empereur, le profil d'une impératrice, le profil d'un homme politique, le profil d'un roi. Rappelons-nous les anciens billets, on en parlait, Pasteur, Pascal, oui, bien sûr. des musiciens, Berlioz, etc. Donc, l'Europe, invention de l'humanisme, n'a aucun visage sur les pièces de monnaie, oui, mais pas sur les billets, afin de ne choquer personne. Comme s'il avait choqué quelqu'un de voir le portrait de Corneille ou le portrait de Shakespeare ou le portrait de Dante sur un billet. Si on prend maintenant les portails ici et les ponts là, on s'aperçoit que ce sont tous des portails et des ponts virtuels. Quand vous lisez le texte des hommes politiques, Jacques Chirac représentant la France au Conseil de Madrid où a été décidé l'euro, vous apercevez qu'ils ont utilisé le terme de virtuel, afin là aussi de ne choquer personne. Ça aurait gêné sans doute les Français de ne pas avoir le pont du Gard et d'avoir le pont Saint-Charles à Prague. Je ne vois pas pourquoi. Ou le pont des Soupirs à Venise. Au contraire, ça aurait renforcé l'idée européenne. Autrement dit, ce sont des billets qui sont totalement virtuels, factices comme des billets de Monopoly. Mais le principe des 12 étoiles était très bon, je trouve. Ah oui. Le drapeau européen a été bleu, avec 12 étoiles. Oh. Oui, mais vous savez que le drapeau européen a été normalement, officiellement abandonné, ainsi que l'hymne européen, c'est-à-dire l'hymne à la joie de Beethoven sur un texte de... Comment s'appelle-t-il? De Schiller. Merci. Sur un texte de Schiller. Ça a été abandonné complètement. Ce n'est plus qu'un souvenir qui s'est arrêté il y a une dizaine d'années environ. Comme si les Européens avaient honte, on revient à René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, avaient honte de leur tradition. Comme si ils ne se retrouvaient plus, en tout cas, ni dans Beethoven, ni dans Schiller, ni dans le pont du Gard, ni dans le visage de Gaulle qu'on aurait pu voir sur un billet, ou le visage de Churchill, ou tout simplement le visage de Cézanne, ou le visage de qui que ce soit, mais il aurait fallu avoir au moins des portraits d'hommes européens et de femmes européennes importants. Je pense en particulier en chimie à Marie Curie. Ça aurait été un exemple magnifique de promotion féminine, pas simplement pour les Françaises, mais pour les Européennes, de voir que Marie Curie, premier prix Nobel femme dans une discipline
dominée à 99,99% pour les hommes jusqu'à elle. Et en plus, elle a eu 2 prix Nobel. Non. On a écarté toutes les personnalités, hommes ou femmes, on a écarté toutes les œuvres d'art, puisque vous parliez d'œuvres d'art, et on a mis simplement, ce qui vous montre bien que même au niveau des échanges, puisque la monnaie par définition est un objet d'échange international, on ne veut pas que ces échanges soient figurés par des réalités historiques. Ce n'est qu'un détail, mais on pourrait multiplier les exemples qui montrent que les responsables politiques au sens large de l'Europe depuis à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années n'ont plus confiance et n'ont plus conscience de ce que c'est qu'être européen. Et donc ils remplacent l'intuition de l'Europe ou l'identité de l'Europe. J'ai écrit un ouvrage avec Chantal Delsol qui porte ce nom, L'identité de l'Europe, qui est un ouvrage collectif, donc il y a des démographes, des géographes, d'autres spécialistes, qui se sont posés effectivement la question, comment se fait-il que les Européens, et ça recoupe la question de monsieur tout à l'heure, n'éprouvent-ils plus leur identité européenne? Quand vous lisez au XVIIIe siècle, alors évidemment pas tout le monde au XVIIIe siècle, mais ce qu'on appelait les gens de lettres, les encyclopédistes, les Diderot, les Voltaire, les d'Alembert, etc., mais dans l'ensemble de l'Europe, qui parlait français d'ailleurs. De toute façon, donc l'encyclopédie, bien qu'ayant pris modèle sur l'encyclopédia de Chambers en Angleterre, a été faite en France, l'encyclopédie en français. Elle a été diffusée dans toute l'Europe, jusqu'à la Russie, qui pourtant ne faisait pas partie de l'Europe à l'époque. Mais à Russie, à la cour du Tsar, on parlait évidemment français, comme dans toutes les cours d'Europe, ou du monde européen, ou extra-européen. Et on s'aperçoit que tous les intellectuels de l'époque, tous ceux qui avaient des échanges, comme nous avons aujourd'hui des échanges sur Internet, non seulement ces échanges se faisaient en français, parfois en latin, et pas dans d'autres langues, pas du tout dans l'anglais, je parle du XVIIIe siècle toujours, mais se faisaient surtout sur l'idée qu'il y avait un état d'esprit européen. Au XIXe siècle encore, vous avez un homme comme Nietzsche, qui, dans les années 1870-1880, écrit sans arrêt « Nous autres, virgule, bons Européens ». Nous autres, bons Européens. Il ne dit jamais allemand. Et il écrit ça quand il vit à Nice, où il a passé plusieurs hivers en raison de sa mauvaise constitution, au soleil. Encore que le soleil niçois, Nice a plus de pluviométrie que Paris, hein, si vous ne le savez pas. Allez sur Internet, il pleut beaucoup plus à Nice qu'à Paris. D'où la végétation. L'approche de la pluviométrie de... J'habite Marseille, je peux vous dire la différence qu'il y a entre Marseille et Nice, puisque j'étais professeur à Nice et j'habitais Marseille. Marseille est la ville la plus sèche, pas de France, mais d'Europe. Nice est une des villes les plus pluvieuses. Mais voyez aussi la végétation à Nice. Et voyez la végétation à Marseille, qui en est quasiment dépourvue. Bon, mais cela nous éloigne de notre propos. Madame. Vous nous avez parlé de Proclus. Est-ce que vous pouvez nous dire le titre de l'œuvre en question? Et est-ce que c'est une œuvre qui est lisible pour quelqu'un qui n'a pas de culture philosophique de base? Et également, est-ce que vous nous avez dit que c'était un néoplatonicien? Est-ce qu'il est de la même époque que Plotin? C'est un disciple de Plotin, donc à travers Plotin de Platon. Voilà pourquoi Plotin, le mot ressemble Plotin à Platon, mais c'est un hasard tout simplement de l'histoire. Plotin se voulait platonicien, il a donc créé un mouvement qu'on a appelé plus tard le néoplatonisme, où il y a d'autres auteurs comme Damasius, etc. Et il y a parmi eux des mathématiciens qui ont essayé de faire une philosophie mathématique comme Proclus, qui est donc un néoplotinien ou un néoplatonicien à travers Plotin. Alors le texte, je l'ai sous les yeux, c'est le commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide, livre 2, chapitre 65. Seulement, cela, vous pourrez le consulter dans une bibliothèque, soit à la Nationale, soit ailleurs, à la bibliothèque de la Sorbonne, par exemple, parce que je ne pense pas que dans une bibliothèque courante, vous ayez Proclus, qui est vraiment un savant pointu. Plus que pointu. Ou vous pourriez peut-être le trouver, je réfléchis à haute voix, peut-être sur Internet, finalement, un extrait de Proclus sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'universités, en particulier américaines et canadiennes, qui mettent sur Internet des textes classiques grecs et latins, traduits évidemment en français, mais vous avez même le grec et le latin en face.
Et donc il se pourrait très bien, j'ai jamais vérifié parce que moi j'ai les œuvres de Proclus chez moi en tant que professeur de philosophie grecque, et je suis obligé de les avoir. Ça a paru chez Vrin, chez l'éditeur Vrin sur la place de la Sorbonne. Seulement, je ne vous conseille pas de le lire. D'abord, c'est un prix fou, ça doit valoir au moins 40 ou 50 euros, car ce sont des ouvrages tirés à très petits exemplaires, un petit nombre d'exemplaires. Et d'autre part, il faut vraiment être savant en mathématiques et en langue grecque pour lire Proclus. Mais si j'ai cité Proclus, c'est parce qu'il est bien connu que c'est le premier auteur tardif, donc 3e siècle après Jésus-Christ. Je vous disais tout à l'heure que ça fait quasiment 700 ans après Platon, donc c'est vraiment assez important, 7 siècles. Mais le premier à prendre conscience qu'il y a chez les penseurs grecs, il ne dit pas encore européens, mais à l'époque toute la Méditerranée parle grec. Enfin, à l'époque toute la Méditerranée savante parle grec, les mathématiciens, les astronomes, les physiciens, les philosophes, tous ces gens-là écrivent en grec, comme encore une fois aujourd'hui en anglais. Et Proclus a le sentiment qu'il y a une unité de pensée, une unité de style chez tous ces auteurs, à savoir qu'ils ont une pensée formée dans une école, dans une scolée, comme je disais tout à l'heure, que vous retrouvez dans school, dans schoola, escuola, etc., dans toutes les langues modernes, qui veut dire donc arrêt, une sorte d'arrêt intempestif des événements pour se consacrer aux choses de l'esprit. Un peu comme si vous disiez un moment, arrête un peu, que je réfléchisse. C'est une sorte de point d'orgue. La scolée, au fond, c'est la meilleure définition que je pourrais vous donner. Je l'invente au fur et à mesure. La scolée est un point d'orgue, c'est-à-dire ce qui en musique arrête un instant l'instrument à la libre décision de l'instrumentiste. Un point d'orgue, ça peut durer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Au-delà d'1 minute, ça commencerait à fatiguer le public. Hein. Mais donc, c'est une sorte de suspension. Voilà, c'est ça la scolée. On suspend les affaires de la cité pour se consacrer à d'autres affaires plus abstraites. Monsieur le professeur, Jean Guiton ne s'est pas intéressé à Plotin. Jean Guiton, c'est un... Décidément, vous prenez toujours des gens qui arrivent à l'âge canonique de 100 ans. Je crois que... Guiton, je crois qu'il est mort à 102 ans, sauf erreur de ma part. Lui aussi était à l'Académie. Oui, Guiton s'est intéressé à Plotin. Il n'était pas vraiment un spécialiste de Plotin. Il y a d'autres spécialistes en France de Plotin qui est un auteur difficile. Proclus encore plus difficile, d'autant que Proclus est mathématicien, ce que n'était pas Plotin. Donc, pour répondre à madame, ce serait vraiment un auteur difficile pour vous, mais vous pouvez trouver, en tout cas, la citation que j'ai donnée, commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide 2,65, grand 2, c'est-à-dire chapitre 2, partie 2, pardon, et 65 le chapitre. Pour répondre à votre question, Guiton s'est intéressé à Plotin, évidemment, et au néoplatonisme, mais il n'a pas écrit comme Jean Trouillard ou d'autres spécialistes d'ouvrages fondamentaux sur Plotin. Il était plutôt bergsonien et platonicien à travers Bergson. Madame? Oui, moi je voudrais poser une question. Je voudrais savoir, le fait d'avoir créé l'euro, la communauté européenne, ça affaiblit l'Europe? Ça affaiblit l'Europe, c'est-à-dire on s'est affaibli, quoi. Le fait d'avoir créé la communauté européenne et l'euro. La monnaie européenne, oui. C'est une thèse. Je ne prendrai pas position n'étant pas suffisamment compétent en économie et en particulier en finance, mais c'est une thèse qui est définie par certains, qui est suivie par certains, votre thèse est, qui est suivie par certains théoriciens économiques qui pensent, ou certains hommes politiques qui pensent qu'effectivement l'euro non seulement a affaibli économiquement l'Europe en mettant au même niveau des économies totalement différentes et totalement déséquilibrées comme les économies des pays de l'Est, ou en tout cas de certains pays de l'Est comme la Roumanie ou autres, ou a fortiori la Grèce ou même l'Espagne, qui n'arrivent pas à suivre le mouvement de compensation. Et c'est la raison pour laquelle c'est un argument que l'on donne que le Royaume-Uni a refusé, l'Angleterre pour dire les choses simplement, à rentrer dans l'euro. Et on le voit à l'heure actuelle, je viens de passer une semaine à Londres. Quand vous comparez, excusez-moi de le dire, Londres et Paris, la ville où se joue toute l'évolution de l'Europe actuellement, sur le plan financier, c'est la City de Londres. C'est à Londres. C'est pas Paris. Et la vie à Londres est incomparablement, sur le plan économique et sur le plan commercial, si on veut parler en termes simplement d'économie et de commerce, et donc de finance, parce que c'est la place financière la plus importante d'Europe, c'est Londres, indiscutablement, c'est pas Paris ou Berlin.
Et donc il y a un développement de... Et la thèse des eurosceptiques anglais, y compris de M. Cameron, qui est Premier ministre actuellement, c'est qu'ils ne sont pas loin de vouloir sortir de l'Europe, comme ils ne sont pas entrés dans l'euro, puisqu'ils ont gardé une livre, et la livre est cotée bien au-dessus actuellement de l'euro en tant que tel. Alors certains, je n'ai pas encore une fois les compétences pour vous répondre, et je ne voudrais pas prendre une position politique, faute encore une fois de compétences, mais je crois qu'effectivement, beaucoup de théoriciens ou d'économistes pensent que l'euro a été fait trop tôt et avec un trop grand nombre de pays. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Sans cela, la monnaie espagnole ou la monnaie italienne aurait été depuis longtemps dévaluée, et même la monnaie française, c'est-à-dire le franc, par rapport aux marques. Le Deutsche Mark serait incomparablement plus fort que le franc si nous avions toujours le franc aujourd'hui. Mais on aurait pu rééquilibrer en faisant des dévaluations, mais vous ne pouvez pas dévaluer l'euro. Enfin, à contrario, l'Allemagne a intégré l'Allemagne de l'Est sans problème. Oui, et pourtant, ils n'étaient pas à égalité quand l'Allemagne de l'Ouest a intégré l'Allemagne de l'Est. Hein. Oui, c'est vrai. Loin s'en faut. Mais leur marque était plus forte, peut-être. Il y a d'autres choses qui jouent. Il y a aussi la démographie, il y a aussi le travail et les lois sociales. Il y a tout un ensemble de facteurs. C'est multifactoriel, comme disent les économistes, qui fait que le développement de l'Allemagne, qui a quand même perdu 2 guerres mondiales, je dois vous le rappeler, et qui était complètement ruinée en 1945. Oui. Ruinée non seulement économiquement et financièrement, mais même moralement. Elle avait permis le développement du nazisme. Or, c'est ce pays qui est en tête aujourd'hui, 50 ou 60 ans après. Mais ils sont plus courageux, je crois. Ah, ça, je ne sais pas. Si. Ils sont plus courageux et plus disciplinés. On va peut-être pas répondre à la question ce soir. Oui, ça, je crois que c'est une question qui est terriblement débattue depuis le Kaiser, depuis le 19e siècle. C'est vrai qu'en tous les cas, de façon journalière ou presque, on se demande quand même comment on pourrait développer un sentiment de citoyenneté européenne qui nous permettent effectivement d'avancer sur la voie d'une Europe beaucoup plus forte, que c'est ce que je disais en préambule, hein, beaucoup plus forte et ouverte et solidaire. Alors, je ne sais pas, par où on a l'impression qu'on est plus fort vu de l'extérieur qu'on ne l'est de l'intérieur. C'est peut-être assez déséquilibré. Je ne sais pas par quelle voie il faudrait essayer de créer ce sentiment de citoyenneté européenne qui nous fait quand même cruellement défaut chaque fois que nous parlons entre nous de l'Europe. Il y a quelque chose de copié, hein. Il y a quelque chose de remarquable que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que quand vous lisez tous les grands auteurs européens, pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale, et même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Paul Valéry, les Baudelaire, les Edgar Poe même en Amérique, donc pas simplement les Européens mais les Occidentaux, vous apercevez, l'exemple le plus net serait Victor Hugo, homme politique et écrivain. Quand vous lisez les textes politiques de Victor Hugo est le premier à annoncer les États-Unis de l'Europe qu'il pensait voir se réaliser au XIXe siècle, c'est-à-dire de son vivant. Ça ne s'est pas réalisé. Vous apercevez que tous ces intellectuels, ces artistes, ces musiciens, ces poètes, bref, ces gens de lettres, on ne les appelait pas encore des intellectuels, le mot date de l'affaire Dreyfus, c'est plus tardif, pensaient qu'il y avait une civilité européenne. Le terme de civilisation, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, ayant été inventé par le marquis de Mirabeau en 1751. Le marquis de Mirabeau, c'est-à-dire le père de l'homme politique, celui qui a laissé son nom au cours Mirabeau à Aix-en-Provence, qui est l'ami des hommes. C'est dans un ouvrage qui s'appelle L'ami des hommes, en 1754, et il invente le mot, c'est un néologisme, il invente le mot de civilisation sur la base du latin civilis, qui signifie pas simplement civilisé, mais civique. Pour un Romain, quelqu'un est civilisé quand il suit la loi civique. Dans un monde civil. Alors, Mirabeau reprend le mot latin et invente le correspondant français en créant le terme de civilisation pour désigner non pas simplement la civilisation européenne, mais toute forme de civilisation qui accéderait à l'universel, ce qu'on appelle en philosophie l'universel, c'est-à-dire le regard éloigné de tout à l'heure, c'est-à-dire une abstraction. L'humanisme des Européens, qu'ont inventé les Européens dans la peinture, dans la littérature, dans la poésie, dans le roman de Tristan et Iseult, etc.,
s'est imposé à tous les autres hommes quand ils ont reconnu dans les Espagnols, dans les Indiens, quand les Espagnols ont reconnu dans les Indiens des autres hommes, après avoir douté qu'ils appartenaient à l'humanité, quand ils ont imposé ce modèle humain par un regard éloigné, ils ont eu le sentiment d'appartenir à une même instance, c'est-à-dire à une même universalité d'hommes, c'est-à-dire à une humanité en quelque sorte. Or, ce n'est pas évident. C'est Lévi-Strauss qui fait remarquer que tous les peuples, sans exception, qui étudient l'anthropologie, se sont désignés par le nom d'hommes. Sous-entendu, les autres peuples ne sont pas des hommes. Et Lévi-Strauss prend l'exemple des Inuits, ceux qu'on appelait autrefois les Esquimaux. Le mot est abandonné depuis 30 ou 40 ans. Inuit, en langage inuit, dans le nord du Québec, ça signifie les hommes. Ce qui signifie que pour les Inuits, ils sont les seuls au monde à être des hommes. Les autres êtres sont indifférenciés. Ce sont peut-être pas des sous-hommes au sens nazi du terme, mais des presque-hommes. Et ça vous explique pourquoi, quand les colons espagnols ou les armées espagnoles ou portugaises sont arrivés en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, ils ont vraiment cru que les sauvages, comme ils les appelaient, qu'ils rencontraient, n'étaient pas vraiment des hommes. C'était des hommes. Mais ils leur ont donné tout de suite une âme. Contrairement à ce que l'on imagine dans la querelle de Valladolid, les deux opposants, Bartolomé de las Casas et Sepúlveda, qui était son adversaire, pensaient tous les deux que les Indiens avaient une âme, c'est-à-dire étaient des êtres animés, voilà ce que veut dire avait une âme, et animés par l'onction de Dieu. Mais ils étaient opposés sur la façon de les traiter. Sepúlveda voulait leur imposer de force le christianisme en leur rentrant par la force ou par la gorge, par une sorte de catéchisme obligé, tandis que Bartolomé de las Casas, qu'on appelait d'ailleurs le défenseur des Indiens, voulait qu'on leur apprenne librement, comme dans une université catholique, comme il y avait à l'époque, à Salamanque ou ailleurs. Mais quand on cite très souvent cet exemple, on dit, voyez, ces Européens monstrueux, ils croyaient que les Indiens n'avaient pas d'âme. Pas du tout, lisez les textes. Le pape de l'époque, j'ai oublié son nom, avait bien nommé Bartolomé de las Casas défenseur des Indiens, et je cite d'ailleurs le passage que je n'ai pas en tête en ce moment, où le pape de l'époque prononce une bulle en disant, nous, alors qu'il n'a jamais quitté Rome, hein, le pape de l'époque, il dit, nous, pape Urbain VI, un nom comme ça, nous attestons que tous les Indiens d'Amérique du Sud et des terres coloniales sont des hommes à part entière qui ont le droit, comme nous autres Européens, de vivre et de recevoir l'enseignement du Christ. Il faut bien évidemment que le pape parle de l'enseignement christique en tant que tel. Pardon? Au XVIe siècle, oui. C'est 1556. Je n'ai pas la date en tête. La bulle, vous voulez... La querelle de Valladolid, oui. La bulle est antérieure. C'est pour cela que le pape a demandé au roi d'Espagne de créer un tribunal ecclésiastique, dans lequel il y avait d'ailleurs quelques laïcs, et le reste du tribunal ecclésiastique était vraiment des prêtres et des théologiens. Sepúlveda était d'ailleurs, lui qu'on appelle l'ennemi des Indiens, c'était un humaniste aristotélicien et qui était le confesseur du roi d'Espagne. Donc c'était quelqu'un de très humain, mais qui hésitait à employer la manière forte, si vous le voulez, pour apporter la bonne parole aux Indiens. Tandis que Bartolomé de las Casas, qui avait le regard plus éloigné que l'autre, pour reprendre l'expression de Rousseau et de Lévi-Strauss, avait compris que les Indiens, on ne devait pas les forcer à se convertir. La conversion forcée. Sepúlveda se fondait sur une phrase que l'on trouve dans la Bible, lorsque un juif qui a invité un très grand nombre de personnes à venir manger chez lui pour une grande fête, la fête pascale, etc., s'aperçoit que les invités sont absents. Et ce personnage, dont, si je me souviens bien, la Bible ne donne pas le nom, ce personnage demande à son esclave ou à son employé d'aller, puisque les invités ne sont pas venus honorer son invitation, d'aller dans la rue et de prendre tous les pauvres et tous les disgraciés et les amener à manger chez lui.
Et les pauvres et les disgraciés n'osent pas rentrer chez le riche bourgeois qui les a invités. Ils gardent leur distance. Et le maître dit à ce moment-là, en latin, compelle intrare, force-les à entrer. Et c'est l'argument de Sepulveda. Il faut forcer les Indiens à entrer dans le christianisme. Il reprend la phrase du Nouveau Testament, compelle intrare, traduit en latin. Force-les à entrer, mais ce n'est pas ce que voulait dire évidemment le Nouveau Testament. Force-les à entrer, ça voulait dire non pas contrains-les par la force, mais fais-leur comprendre que je les ai invités bénévolement, parce que mes invités ne sont pas venus, qu'il y a de la nourriture et de la boisson à volonté, et les pauvres, généreusement, vont pouvoir manger et boire. Donc, comment traduire compelle intrare? C'est que si on le prend au mot, force-les à entrer, ça devient évidemment une obligation, alors que c'était une invitation. Et Sepulveda reprend le mot de la Bible et dit compelle intrare, force-les à entrer, là où Las Casas dit il ne faut forcer personne. La vérité du christianisme apparaîtra, ou de l'humanisme tout simplement, apparaîtra de lui-même. Vous voyez que ces questions sont à la limite du théologique et du politique. Hein. En tous les cas, nous aurons pris de la hauteur par rapport à l'Europe. Si ça peut nous guider, ce sera un point positif. L'année prochaine, 2014, sera une année où déjà se mettent en place quelques commémorations par rapport au centenaire de la guerre de 14. Ce sera peut-être finalement l'occasion d'aborder le fait que l'Europe était prête avant cette guerre de 14 et que l'identité européenne, effectivement, avait été évoquée par de nombreuses personnes et de nombreux auteurs. Ce sera peut-être possible de dire que finalement cette guerre de 14 a peut-être fracassé l'idée européenne et que nous avons mis finalement un siècle pour nous en remettre. En tous les cas, ce sera certainement plus intéressant d'envisager l'avenir sous cet angle-là, l'avenir de l'Europe, que de rester stérilement basé sur une commémoration de guerre. Avançons plutôt vers la paix qui s'est faite déjà depuis le milieu du XXe siècle, ma foi. Je vais vous rappeler que le mois prochain sera consacré à la météo. Après tout, nous en avons besoin, ça nous fera rêver pour les vacances d'été. Et puis également, en fin de mois de juillet, toujours tourné vers l'Europe, nous avons un voyage qui est organisé à Macerata, parce que Macerata a un festival d'opéra dans son Sferisterio, et nous avons proposé, le comité de jumelage vous propose un voyage sur le dernier week-end du mois de juillet, et qu'il reste des places. Donc si vous êtes intéressé, contactez le comité de jumelage ou le service des relations internationales, nous serons ravis de vous donner des renseignements. Oui, monsieur ? Oui. Oui. Alors, vous savez, chaque année, on voit notre programme de voyage. Alors, pour cette année, il n'y a pas de voyage à Frameries parce que nous avions déjà pas mal de destinations. Mais on peut réfléchir à cela l'année prochaine. Hein. C'est des choses qu'on peut envisager. On en reparlera en conseil d'administration du comité de jumelage, le cas échéant. Alors, on va s'arrêter là et on remercie surtout Jean-François Mattei, que nous allons avoir le plaisir de retrouver au Salon Élysée autour du cocktail et des livres, bien sûr.